L'émission reconnue pour son ton, l'émission reconnue pour sa verve, l'émission reconnue pour la vérité qui est drainée et qui est générée par toute une équipe. Encore une affaire, un scandale à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, où visiblement le directeur général Linus Toussaint Mendjana a donc mis en place une version que refuse donc le ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, donc Michel-Ange Angouan. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines prochaines en ce qui concerne l'ENAM? Les candidats attendent encore les résultats, alors qu'on parle d'un problème lié à la commission de dépouillement des copies, donc du coup on continue à observer à l'ENAM ces coups foireux, cette gabégie, cette malgouvernance et surtout ces pressions qui sont chaque fois autour des résultats de l'ENAM. On imagine que de nombreuses personnes sont tapées dans l'ombre pour empêcher qu'on ait des résultats qui soient propres. En tout cas, bienvenue ici au cœur du zénith de cette matinée sur Equinox Télévision entre 10h et 12h. On va introduire le plateau, madame, messieurs, avec Charles-Amel Bachou. Bonjour. Bonjour, Eric Fopoussi. Je salue le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun. Ça ne va pas. Que se passe-t-il avec l'opérateur de téléphonie Orange? Trop de problèmes. Forfait Internet, mauvaise qualité de communication, c'est grave. Pourtant, les différents consommateurs dépensent et déboursent de leur argent. Vivement que cela soit revu. Bonjour. Ok, on aura bien compris ce bonjour colérique ce matin de Charles-Amel Bachou. On va surtout également rappeler que les Camerounais, quel que soit le réseau, subissent justement les affres de ce mauvais agencement de la connexion Internet, mais surtout des appels. On parle également du prix, du tarif, du coût des crédits de communication qui restent toujours assez élevés au Cameroun. Donc l'ART pourrait pourquoi pas revoir tout cela. On a également une divine créature féminine, elle s'appelle Meggy Dambou, bonjour. Bonjour Eric, faut pousser, je suis désormais servi chaque matin par des compliments. Ben dis donc, je suis gâtée. Hein. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir que nous sommes là ce matin encore pour vous entretenir de divers thèmes d'actualité. Voilà, dès que il est 10h, nous sommes là en place avec vous. De quoi a-t-on parlé sur la toile ces derniers temps, ces dernières heures? On va justement penser à cette information sur Wongli Massaga, cet ancien de l'UPC qui est allé dans le MRC. Alors, il a démissionné. Pour quelle raison? On y reviendra dans quelques minutes. Voilà, le rendez-vous donc est à prendre. Rendez-vous donc prévu à 11h05 au cœur de cette émission avec Wongli Massaga, le commandant Kisamba. Donc on va en parler dans cette émission tout à l'heure avec Mbobok. J'aimerais, Mbobok, vous dire bonjour et bienvenue, mais vous relancez sur cette affaire de Wongli Massaga parce qu'effectivement on est vraiment surpris parce qu'il y a 2 mois, il y avait une grande pompe qu'on a annoncé son adhésion au MRC et surtout que dans cette correspondance qui lui est attribuée, il est dit qu'il propose Abiba Issa comme étant celle qui pourrait porter la candidature de l'opposition à la présidentielle 2018 et il préfère qu'elle puisse porter la candidature de l'opposition, toute l'opposition confondue. Oui, mais Wongli Massaga, commandant Kisamba, commandant Gama, tout ce qu'on veut, vétéran de l'ALNK, c'est vrai, mais sauf que depuis 27 ans, il s'est présenté comme un désordonné politique. Donc on va revenir tout à l'heure, si vous permettez, puisque Meggy l'a annoncé, on reviendra en détail. Mais pour vous répondre, j'ai dit c'est un désordonné politique depuis 27 ans quand même. Oui. Maintenant, moi, je vais également m'adresser à l'autre agence de régulation et celle-là du secteur de l'électricité. Je ne sais pas pourquoi l'ARCEL laisse que Eneo nous coupe le courant. Moi, les coupures de courant me suivent. En ville comme dans mon village, il n'y a plus de courant. Les chefs d'entreprise se plaignent. Or, lorsqu'on privatisait la Société nationale de l'électricité du Cameroun, le ministre Belendo, qui était à l'époque, nous avait promis l'amélioration de la qualité des services. Mais 2 mois seulement après, le président du GICAM de l'époque, André Siaka, a dit que le courant qu'on nous servait même était de très mauvaise qualité. En plus des coupures, on commence même à payer
l'obscurité aujourd'hui. Merci, Arcel. Comme vous laissez Néo nous assassiner, c'est bon. C'est bon. Surtout que beaucoup ont au fait dire que ce qui est à l'origine de cette affaire de coupure qui revient, c'est voilà une créance que Néo aurait auprès de l'État du Cameroun de près de 100 millions de francs. Mais qu'il fut au courant dans les ministères. Nous, on a fait quoi si l'État du Cameroun ne paye pas? Et donc, ça continue comme ça dans ce pays parce qu'on est toujours dans une fuite en avant, on est toujours dans un pays où personne n'est responsable de rien. On trouve toujours des raisons à un mal qui est reproché à quiconque. En tout cas, on va pouvoir en parler dans ce programme ce matin, madame, monsieur. Alors, il est temps pour moi d'introduire ce programme comme il le faut et comme il se doit, avec la première articulation, l'histoire du jour de la tendancieuse. Tendance Keye, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour aux gens qui me regardent du côté de Bonanjo dans les bureaux. Il y a un bureau qu'une femme va aller là-bas demain à Bonanjo faire le scandale. Est-ce que vous pouvez accepter que votre copine soit la secrétaire de votre mari? Point d'interrogation. Megui, oui. Tu peux accepter que ta copine soit la secrétaire de ton mari? Je ne sais pas trop quoi répondre à l'instant. Non, non, oui. Non, réponds pas oui ou pas non. Parce que je suis pressée de parler. Tu peux accepter, Megui? Je ne sais pas trop. Je sais pas. Megui ne sait pas trop. Moi alors, je ne peux pas encore répondre, mais je vais répondre après. Voilà deux copines. Oui, bon. Voilà deux copines. Quand il dit deux copines, ça veut dire quoi? Donc les filles là s'entendent comme ça. Gladys et Julie. Mais sauf que, dernièrement, Gladys était avec Julie. Le mari de Gladys a appelé que, ouais bébé, je veux une secrétaire urgemment parce que ma secrétaire que j'avais ici vient de démissionner. Quand la femme a dit, ok bébé, on va en parler à la maison. Mais quelques minutes plus tard, Gladys a dit à sa copine que, ouais, mon mari m'a appelé comme ça parce qu'il avait besoin d'une secrétaire. C'est Julie qui dit que, maman, pardon, tu sais que j'ai appris, j'ai fait le secrétariat. S'il y a possibilité, pardon, fais-moi travailler chez ton mari, maman, s'il te plaît. N'est-ce pas? Gladys a compris aussi. Elle arrive à la maison et dit à son mari que, bébé, comme tu vois là, ma meilleure copine là, elle a fait secrétariat. Si elle peut travailler avec toi, monsieur a accepté Megui. Mais sauf que Gladys ne savait pas que comme sa copine, elle ne savait pas qu'elle cherchait sa mort. Parce que depuis que sa copine a commencé le travail, ça fait 3 mois, elle n'est plus disponible. Alors que les deux étaient ensemble matin, midi, soir. Qu'elle appelle Julie, tu es où? Elle dit que non, je n'ai pas le temps, on ne peut pas se voir. Elle reste tranquille. Demain, elle arrive au bureau de son mari. Elle dit que ouais, elle voulait voir son mari. C'est le gardien qui dit que non, monsieur est parti à la pause avec la secrétaire. Elle appelle son mari, ben, tu es où? Il dit que je suis au restaurant. Si tu veux, tu viens. On se prend à la maison le soir. Elle est restée tranquille. Mercredi encore, elle arrive au bureau de son mari, Megui. La secrétaire dit que, ouais, il a dit qu'il ne reçoit personne aujourd'hui. La secrétaire qui est sa meilleure copine, que il a dit qu'il ne reçoit personne aujourd'hui. Elle a pris son mal en patience, elle est rentrée. Mais sauf que, hier, quand monsieur est rentré à la maison, il dit que, ouais, ben, je pars en mission vendredi à Dubaï. Sa femme lui dit que, mais tu pars en mission vendredi à Dubaï avec qui? Il dit qu'il part avec la secrétaire. Elle a dit que Noël aussi, elle va être secrétaire. Soit son mari part seul. Monsieur dit non, je pars avec la secrétaire, elle travaille bien. Je ne comprends pas pourquoi elle va la laisser pour voyager ensemble. Madame a dit qu'à l'heure-ci, demain à 8h, elle va aller à Bonanjo dire à sa copine que maman, comme j'avais accepté que tu travailles avec mon mari, il faut que tu saches que je suis encore en train de refuser que vous travaillez ensemble. Donc à l'heure-ci, Megui, chers téléspectateurs, chères dames, est-ce que vous pouvez accepter que votre meilleure copine soit la secrétaire de votre mari? Parce que Gladys dit que ça ne tient plus dans sa tête. Le comportement de sa copine a changé, elle n'est plus présente. Et quand son mari veut faire les choses, il ne lui dit même plus. Donc elle constate seulement. Elle est traumatisée, Eric. C'est un traumatisme qu'on pourrait partager. Un traumatisme crânien. C'est les médecins qui savent de quoi ils parlent. Crânien. Et donc, on pourrait partager ce traumatisme parce que j'ai du mal à vraiment comprendre quel est le problème de cette femme. Est-ce de la jalousie pour sa copine ou simplement que sa copine lui manquerait? Bon, on va dans cette émission donc essayer de décrypter tout cela. Bombok, qu'est-ce qui pour vous pose problème dans cette histoire? Non, mais c'est la jalousie de la femme, oui. De la femme à la maison qui pose problème. Première chose, est-ce qu'elle se rappelle que son mari allait souvent en mission avec la première secrétaire démissionnaire? Je n'en sais rien.
Mais s'il tant que son mari allait en mission, même à l'étranger, avec son ancien secrétaire, ça ne devrait pas poser de problème. Deuxième chose, maintenant les relations entre, j'allais dire professionnelles, que son mari entretient avec ses collaborateurs au lieu de travail, sont différents des relations que ce même mari entretient à la maison. C'est-à-dire, je pense que la secrétaire qui est sa copine, l'actuelle qui est sa copine, est embarrassée elle aussi entre entretenir des relations professionnelles avec l'époux de sa meilleure amie et leur amitié. C'est-à-dire qu'elle-même, comme elle ne s'est pas préparée, je pense qu'elle-même, elle est embarrassée. Comment ma meilleure amie à qui on partageait tout, que je sois aujourd'hui en train de lui cacher des choses. Autre chose qui aurait pu, de mon point de vue, atténuer j'allais dire, les envolées de la femme, c'est que quand elle arrive, on lui dit que son mari est dans un restaurant avec la secrétaire. Moi, elle a pris la pause avec la secrétaire. Elle appelle le mari qui lui dit « retrouve-moi si tu veux » ou alors à la maison. Elle n'a pas fait le pas. Elle aurait dû aller retrouver son mari au restaurant. Peut-être qu'elle aurait vu qu'ils sont ensemble ou alors que ils ont simplement pris la pause, mais chacun est allé de son côté. Parce que vous pouvez bien prendre la pause. On dit la pause est de midi, midi 30 ou midi 30, 13 heures. Bon, elle aurait compris et ça aurait dissipé certains malentendus. Si elle avait donc trouvé son mari seul au restaurant, ils auraient partagé, elle aurait compris que la secrétaire aussi a pris sa pause comme les autres employés normalement. Ou alors, si elle les aurait trouvés ensemble, elle aurait conclu à des indices qui pourraient amener à des actes d'infidélité de la part de son mari qu'elle soupçonne. Donc moi, je pense que pour le moment, qu'elle ne se gêne pas, qu'elle ne se donne pas trop de soucis. C'est vrai, on dit ce n'est pas la pierre qui est à la place du cœur, mais qu'elle se renseigne, qu'elle revienne dans le comportement de son mari lorsqu'elle était avec l'ancien secrétaire. Ça peut redimensionner le reste de son comportement. De son comportement, et c'est là qu'intervient justement cette question liée à l'infidélité. Et on continue à en parler sur ce plateau chaque matin parce qu'effectivement, c'est un véritable problème au cœur des couples au Cameroun et dans le monde. Alors, Charles Hamel, quelle attitude, la bonne attitude à avoir lorsqu'on a une femme qui met son nez dans le côté professionnel de nos vies? Alors, c'est pas mauvais qu'une femme s'intéresse à ce que fait son mari. Ah non, c'est pas mauvais. Et cela peut commencer à la maison, dans les discussions. Alors, ton entreprise, comment elle fonctionne, comment ça s'organise, qui fait quoi? Ça, c'est des conversations qu'elle est censée avoir en tant que ministre de l'Intérieur. Parce qu'on ne sait jamais, le mari peut ne plus être là, elle doit être informée de comment ça fonctionne. Ça, c'est un droit reconnu à la femme. À quel niveau de responsabilité? Non, non, c'est à la maison. Elle débat, elle a accès à certains papiers, l'on peut lui dire, voilà, il y a telle chose. L'on peut lui confier certaines responsabilités. Donc, elle peut défaire et refaire des engagements. Non, pas défaire et refaire. Elle doit être au courant, mais elle ne doit pas influencer. Ça, c'est de manière directe, de façon directe, le fonctionnement de l'entreprise. Oui. Elle doit être au courant. Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Avec sa copine, elle s'ennuyait. Elle montait, descendait, c'était des causeries, c'était comme ça. La femme, je vous ai dit, fonctionne comme un policier dont le rêve est d'attraper un bandit. Lorsque sa copine a voulu travailler, lorsque le mari a demandé, elle a dit, j'ai ma copine, sachant que la copine devait être ses yeux, ses narines et ses oreilles. Savoir qu'est-ce qui se passe, sentir les odeurs, rentrer, lui dire, comme tu vois comme ça, voilà ton mari. Oh, elle oubliait que son mari était un shérif. L'homme a dit, j'accepte. L'homme a dit, j'accepte, envoie, je vais travailler. Lorsqu'elle est arrivée, le mari a formaté le cerveau de la copine en disant, madame, tu auras un bon salaire, tu auras tout. Mais le jour où j'apprends que je te vis sans aucune complaisance, la femme a fait la part des choses entre l'amitié, le copinage et le professionnalisme. Elle est devenue professionnelle.
disant c'était les affaires du quartier, désormais je me contente. Ici c'est mon patron, dehors c'est l'ami, c'est le mari de ma copine. Raison pour laquelle lorsqu'elle sort du bureau, elle cesse d'être l'employée, mais elle devient la copine de l'ami et vont manger. La raison, vous voyez, l'homme est tellement clair comme l'eau de roche qui dit à la femme, je suis avec elle en train de manger, retrouve-nous. Donc aujourd'hui, c'est la jalousie de la femme qu'elle a mis en avant, c'est tout. Tout à fait. L'homme est professionnel. Oui, mais c'est quand même surprenant. Et je vous prierai de retirer l'expression infidélité parce qu'il n'y a pas infidélité, s'il vous plaît. On verra bien. On va avancer, on verra bien ce qui se passe réellement dans ce couple. Alors, Meggy, est-ce qu'on peut ici établir que ce mari est infidèle et que ce mari entretiendrait des relations avec cette secrétaire? Est-ce que cette femme a des raisons de s'inquiéter? Non, mais quand on écoute l'histoire de Tendance, en aucun cas il n'est question d'infidélité. Merci. Il n'a pas été évoqué un cas d'infidélité. On parle d'une femme qui fait de la jalousie, qui pense que peut-être qu'aujourd'hui son mari et sa copine pourraient s'écarter. Quand vous dites qu'il n'y a pas un cas d'infidélité, quand elle refuse à son ami le droit d'aller en voyage, mais ça ne veut pas dire qu'on a... C'est-à-dire qu'elle estime que... Non, elle a des soupçons, oui. Mais rien n'est avéré. On ne parle pas... Est-ce qu'on a trouvé son mari avec sa copine en train de faire quelque chose? Maintenant, moi, je m'en tiens à ce que Tendance relate dans son histoire, donc je ne vais pas chercher plus loin que ça. Maintenant, on parle de cette femme-là. Tendance m'a posé la question tout à l'heure, si moi je pouvais accepter, à bien y réfléchir pour justement éviter ce genre de problème, je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai bien cette envie, si c'est possible, d'aider mon ami, mais il faut, on va dire quoi? Parfois, il faut être un peu dur, il faut choisir un moindre mal pour un mal pire, quoi. Donc, je préfère dire à mon ami non, je ne voudrais pas que tu te retrouves dans ces conditions avec mon époux parce qu'on parle de sa meilleure amie qui sûrement connaît très très bien le couple, qui vient chez le couple, qui a eu peut-être, à qui il arrive de plaisanter même avec le mari. Maintenant, est-ce qu'on est suffisamment certain que les deux feront preuve d'assez de maturité? Est-ce qu'ils pourront dissocier les relations professionnelles aux relations amicales? Alors, Meggy, je vous arrête là parce que l'on va continuer ce débat sur notre pan. Pourquoi vous m'arrêtez? Je vous arrête parce qu'effectivement, j'ai envie de savoir, cette femme se plaint, ok? Vous dites que ce n'est pas une plainte liée à l'adultère ou à l'infidélité. De quoi donc se plaint-elle, cette femme, à votre avis? Elle a des soupçons, elle est jalouse de la proximité qui existe désormais entre son mari et sa copine. Mais il n'y a pas un cas d'infidélité qui a été... Et vous trouvez donc que cette proximité, cette jalousie vis-à-vis de la proximité est normale ou pas du tout? Ça peut se justifier. C'est une femme qui voit son mari désormais très proche d'une amie, qui peut penser à mille et une choses. C'est pour ça que je dis que moi, pour justement éviter cela, parce qu'il faut savoir qu'après, il y a un conflit d'intérêts. Vous avez d'un côté votre meilleur ami. On sait très bien, nous les femmes, ce qu'on peut se partager comme secret, comme confidence entre amis. Et vous avez maintenant cette même copine-là qui sûrement doit être embarrassée, qui se retrouve à être la secrétaire de l'époux de sa meilleure amie, qui va avoir connaissance de certains dossiers. Parce que, comme le disait Charles Armel, la femme ne peut s'impliquer, mais jusqu'à un certain niveau dans la gestion de l'entreprise. Maintenant, il y a des choses peut-être que la secrétaire verra, même contre son gré. Et elle a de l'autre côté son amie. Elle peut être embarrassée parce qu'à un moment donné, il y aura des choses à cacher par souci de secret professionnel qu'elle ne pourra pas partager à son amie. Et elle peut donc se sentir dans une position de traîtresse parce qu'elle ne peut pas en parler à sa meilleure amie. Si il s'avérait que sa meilleure amie se rend compte que, bon, tu m'as caché telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ça veut dire que tu m'as trahi. Il y a tout ça. Donc, pour éviter, moi, je pense que dès le départ, je préfère ne pas accepter. Voilà. Charles Armel. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que on a souvent vu les meilleures copines être les confidentes de monsieur et de madame. Ah oui, les meilleures copines. C'est-à-dire la femme se plaint chez sa meilleure copine. Tu vois ce que Robert m'a fait, tu vois ce que X a fait. La meilleure copine promet à sa copine en disant, je vais aller parler à ton mari.
Elle va discuter. L'homme aussi donne sa part de version. Ah oui, il faut le dire. Donc moi, j'estime à ce niveau que c'est peut-être une mauvaise amie, une mauvaise amitié que de dire qu'il y a possibilité de dire ton ami qui ne fout rien, qui ne fait rien, tu ne l'aides pas sous le fallacieux prétexte qu'elle viendra arracher ton mari. Elles peuvent rester à la maison. Elles peuvent rester sur le même toit avec toi et t'arracher ton mari en tant que meilleure copine. Donc ça, c'est pas une raison. C'est une raison. Tendance. Je peux l'aider autrement. Tendance. Recommencer à m'aider. Oui, je peux l'aider Tendance, autrement. je reviens à Tendance. Voyez le cas inverse. Qu'est-ce qui est le véritable problème pour cette copine? Qu'est-ce qui la gêne réellement? Est-ce qu'elle a des soupçons d'infidélité? Oui. Voilà. Je la comprends. Celle qui est la secrétaire de ton mari, ma copine qui est la secrétaire de mon mari, il y a des choses suspectes. C'est vraiment, c'est suspect. Pour éviter ça, mieux je n'accepte même pas. Parce qu'on accepte. Quand on dessine le diable au mur, le diable finit par entrer dans la maison. Et l'homme prudent voit le mal à distance. Pourquoi ton comportement a changé? Parce que tu travailles avec mon mari, il y a des choses qui se passent. Si tu étais ma meilleure copine, tu allais m'appeler pour me dire que ouais, comme tu vois là, voici comment je travaille, voilà comment je fonctionne. Mais tu ne me dis rien. C'est mon mari qui me dit que vous partez en mission à Dubaï. Mieux tu cherches un homme secrétaire. Soit moi-même, madame, je deviens ta secrétaire. Non, mais ne ris pas. Soit je deviens ta secrétaire, même si ce n'est pas fait le secrétariat. Je vais apprendre un peu. Tout s'apprend dans la vie. Ce n'est pas que je vais rester. Tu vas aller au restaurant ou peut-être prendre la pause avec la secrétaire. Donc, moi aussi, je ne peux pas aller à la pause avec toi. Ça devient suspect. Donc, ma copine est hypocrite. Elle est même jalouse de moi à la longue. Voilà. Quand il y a n'importe quoi, informe-moi. C'est facile à communiquer. Dis-moi que, ouais, comme tu vois là, demain ou tout à l'heure là, je serai à la pause avec ton mari. Peut-être ton mari m'a invité au restaurant. Par exemple, un cas comme celui-ci. Si votre femme arrive à moi je vais voir mon mari à son bureau et j'ai ma meilleure amie qui me ne reçoit pas. Non, c'est professionnel. Non, c'est professionnel, mais sauf que vraiment il faut être honnête. Une femme qui arrive, elle veut voir son mari, c'est sa meilleure amie qui dit tu peux pas entrer. Il ne reçoit pas. Il a un téléphone, appelle, c'est ton mari, appelle. Est-ce que vous avez à quoi cette femme s'attendait au départ? C'est pour ça que je dis, elle a fait une erreur en croyant aider. Mais sauf que quand on est réaliste, quand on est vraiment réaliste, franchement, moi-même la copine qui cherche du boulot, je ne peux pas être à l'aise dans une pareille situation. Je ne vais même pas demander. Je préfère aller postuler ailleurs. Les secrétaires ne sont pas des bonnes mœurs. Je ne suis pas d'accord. Qui a dit ça? Non, ne prêtez pas les mots. Je ne dis pas vous. Je dis ce que Tendance a dit tout à l'heure en disant elle-même va devenir secrétaire. Moi, je pense qu'il y a des secrétaires qui sont rigoureuses, qui respectent. Elle a fait la formation, elle sait. Lorsque vous allez à l'école, on vous dit ce qu'une assistante de directeur est censée faire. On vous dit ce qu'une secrétaire doit faire. Lorsque vous arrivez, vous ne faites qu'implémenter ce que vous avez appris à l'école, plus les instructions qui vous sont données par votre patron. Mais dans l'avion, ça s'adapte. Maintenant, il y a une question. Elle fera une mauvaise secrétaire. Maintenant, il y a une question de moralité. La moralité, c'est laquelle ici, Megui? Non, mais... Le patron dit, je ne reçois pas quelque personne que ce soit, je ne reçois pas. La femme qui arrive, c'est son époux. Elle lui fait un texto, chérie, je suis dehors. Tu as laissé les instructions à ta secrétaire. Je fais comment? C'est le même patron qui va dire, laissez-la entrer. Donc, Charles Lamel, si on comprend très bien, vous conseillerez à une femme de placer, comment on peut le qualifier, sa copine dans un poste de travail auprès de son mari? C'est légion à la ville de Douala. C'est légion. C'est des nièces qu'on envoie, c'est des cousins qu'on envoie, c'est des recommandations. Je n'ai jamais vu que cela posait quelconque problème. Mais des nièces, c'est pas la femme. Toi, mais la nièce aussi va vouloir faire le même travail que la copine. Voyons l'inverse. Ça ne te poserait pas de problème? Vous avez dit en tout début ici que rien n'est vraiment établi en termes de soupçon, comme on peut le dire. Ça reste une secrétaire, donc elle va faire son travail. Oui, absolument, elle va faire son travail. Non, il y a un certain nombre de choses. Premièrement, dans les relations, même si je comprends les agissements, parce que je sais qu'il y a des hommes jaloux comme il y a des femmes jalouses, mais cette femme, elle a exagéré, quand même. Et ça va donner, c'est la tendance que je vais dire là, non. Lorsque vous avez une telle attitude, ça veut dire qu'en fait, vous n'aurez plus d'amis. Vous allez dire vous n'aurez plus d'amis parce que chaque fois, on va soupçonner son ami, sa copine, en train de flirter avec son mari. Ça veut dire qu'en fait, vous n'aurez pas d'amis. C'est le comportement de ma copine qui me montre qu'elle veut mon mari. C'est son comportement qui me montre. Non, c'est votre comportement d'abord. Elle ne veut pas mon bien. Si on veut donc ton bien, effectivement, qui aurait mieux? Il faut la laisser. Elle va avoir les informations de l'entreprise que vous n'avez pas. Voilà. D'abord, je prends sur le cas qu'elle refuse
que sa meilleure amie rencontre son mari, qui a donné des instructions que maintenant, il n'y a pas de visite. Oui. Effectivement, la seule chose là, c'est de dire, non, comme tu fais ton travail, voilà, je l'appelle, je l'appelle. fais signe. Voilà. Autrement. Autrement. Mais quand même, mais quand même, est-ce qu'il est de bon ton qu'un patron prenne sa pause avec sa secrétaire? On ne sait pas s'il était avec sa secrétaire. Ils peuvent être sortis ensemble, mais qui dit qu'ils étaient dans le même restaurant? Puisque la femme qui a, on lui a dit, même table, même bonbon. Elle appelle son mari qui lui dit, trouve-moi au restaurant, si c'est urgent, ou alors tu m'attends à la maison. Elle préfère rentrer, parce qu'avant, la secrétaire lui a interdit d'entrer. Oui. Donc en réalité, c'est elle qui n'est pas une bonne épouse. Ça peut même être un bonbon. C'est elle qui n'est pas une bonne épouse. Ça peut être même qu'ils doivent rencontrer un partenariat, un partenaire dans ce restaurant. Ils doivent discuter. La secrétaire doit c'est que son mari lui dit, trouve-moi au restaurant. Qu'est-ce qui l'empêchait donc d'aller trouver son mari, disons-le entre guillemets, en flagrant délit. En flagrant délit. Alors, voilà. Mais elle n'est pas arrivée. D'accord. Alors, Megui, il y a... Merci Bobo, merci de... Non, je voulais terminer, si vous permettez. Justement, ça veut dire que cette femme ne s'est pas préparée pour le mariage. J'en reprends là, sur moi l'analyse faite par Charles Hamel. Oui. Elle guette son mari comme un policier qui est en train de faire des une préparation notoire au mariage. Elle n'est pas préparée pour le mariage. Une impréparation notoire au mariage, Megui. J'aimerais bien savoir où l'école de préparation au mariage on se forme sur le tas. Voilà. Donc, moi je veux dire, attendez Eric, c'est trop facile de voir toujours les choses dans un seul sens. Il faut souvent faire l'inverse de la situation. Alors, vous savez, il y a même quand on est amis, si vous avez votre ami, votre meilleur ami, qui est marié, vous êtes marié, il y a des limites qu'on doit se fixer. Ce n'est pas parce qu'on est un couple ami qu'on devrait tout mélanger. Parfois, il faut éviter d'arriver à un certain niveau de familiarité pour éviter des malentendus, pour éviter des quiproquos. Quand vous avez un homme, combien d'hommes même pourraient accepter que leur épouse aille en voyage, même d'affaires, avec leur boss, seulement à deux, même pour une semaine? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les femmes qui travaillent ne vont jamais en mission? Alors, elles ne sont pas sérieuses? Ce n'est pas ce que je dis. Moi, j'en connais qui ont fait ça. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut faire le distinguo entre une femme qui fait son travail sérieusement et le sentiment que son époux aura. Il y a des hommes qui voient leur femme sortir. Ce n'est pas parce qu'elle est infidèle, mais ils manifestent de la jalousie parce que sa femme est très belle. Il imagine que sûrement elle peut intéresser d'autres personnes. Mais ça ne veut pas. La femme aura présenté des signes qui vont amener cette femme à douter. Une femme sérieuse, le mari ne doute pas. Non, c'est faux. Ah bon? Et un homme sérieux, une femme sérieuse, le mari ne doute pas. Et un homme dont la femme doute. Il est quoi? Ça veut dire que la femme n'est pas sérieuse. D'accord. Quand même, j'aimerais, avant qu'on prenne les messages, Megui, oui. Je n'ai pas 30 fini. secondes. Voilà, vraiment, justement. pardon, oui. Donc, je veux dire quoi? Il faut éviter ce genre de situation. On peut aider son ami d'une autre façon. On peut vraiment l'aider d'une autre façon parce qu'on veut bien aider. Mais après, il faut justement prévoir les dérapages. C'est un peu comme quand on était jeunes. Si j'ai mon petit ami et j'ai ma meilleure amie qui est là, il est hors de question que ma meilleure amie me dise que, écoute, je suis passée chez ton copain sans même m'en tenir informée sous le prétexte qu'elle est ma meilleure amie et elle me fait confiance. Pourquoi elle va chez mon copain sans m'en tenir? D'accord. Il y a des petits comportements qui ne se font pas. Avant de lire les messages, ils font des discussions. Non, au moins c'est net. Avant de prendre les messages avec Megui, j'ai une relance pour vous, Bombok. Alors, on est vraiment là dans l'effritement des valeurs africaines parce que notre société occidentale est aujourd'hui très individualiste, il faut le dire, et on a perdu un peu le sens de la collectivité. Et quand on en vient à douter de son ami, de sa meilleure amie, de sa sœur, parce que si on commence comme ça, on pourrait douter de sa sœur, de son cousin, de sa cousine, ainsi de suite. Absolument, on arrive fatalement à se douter de soi-même. Oui. Curieusement, c'est là où on s'en va. Oui. C'est-à-dire que la femme, elle est là, elle ne saura même pas s'il faut aller en mariage ou pas. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est lorsqu'on vous dit, souvent, je parle à toute la génération africaine qui nous écoute aujourd'hui, vous avez été occidentalisé à un point où il vous manque aujourd'hui votre identité, vous n'en avez plus. Comme vous avez pris l'identité d'emprunt, vous avez votre propre identité qui chemine dans votre sang. Vous vous trouvez dans une situation hybride.
et vous ne savez plus où aller. Finalement, le seul chemin que vous allez, que votre conscience va vous dire d'emprunter, vous allez trouver que c'était ça. Même malheureusement, nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards d'individus au monde. Il y a 7,5 milliards de points de vue. Mais ces 7,5 milliards de points de vue n'amènent pas à Rome. Donc en fait, chaque civilisation doit puiser dans ses ressources propres. Ce n'est pas dans son imaginaire. L'individu ne puise pas dans son imaginaire personnel. Absolument. Et donc, c'est comme ça qu'on construit la société. Mieux vaut être trahi par son ami. Parce que vous ne verrez jamais, il n'y aura jamais de manière arithmétique, de machine à calculer qui va vous dire comme j'ai laissé si l'ami ira jusque-là. Et c'est ce qu'il y a également à apprécier dans nos familles africaines, en tout cas dans la pure famille africaine, c'est effectivement cette solidarité, cette collectivité, parce qu'on se rend compte que même des femmes refusent souvent que leur petite sœur vienne passer du temps chez elles, parce qu'elles craignent que le mari mette les yeux sur leur petite sœur. Donc ça devient une paranoïa collective, on va dire. Alors, Megui, quelques messages. Soyez plus responsables. Quelques messages. Allez, sachez bien que si la femme a réagi ainsi, c'est pas pour rien. Soit elle suspectait son époux depuis, soit des ragots sur son mari lui sont parvenus. Dans tous les cas, je pense que cette femme a réagi ainsi. Elle n'a pas réagi ainsi pour rien. C'était ça depuis la ville de Chang. Merci beaucoup pour ce message depuis Chang. C'était pour rien. C'était vraiment pour rien, hein, c'est clair. Ma grand-mère me disait un cœur qui aime ne se trompe jamais. Moi, j'ai pas les SMS après boulot que le secrétaire de ma femme ne passe le temps d'envoyer. Je n'aime pas les SMS après boulot, que le secrétaire de ma femme ne passe le temps d'envoyer. Quand je parle à ma femme, elle me répond que c'est le travail. Je suis à bout et le monsieur, c'est mon ami. C'est moi qui lui donne ce boulot. SMS, genre, tu ne m'as pas donné le bisou au sortir du boulot. Samedi, j'aimerais qu'on aille en boîte. Je ne sais plus quoi faire, aidez-moi. Vous voyez donc, c'est un homme qui se plaint. C'est un homme qui vit la même situation. Qui vit une situation et qui, visiblement, a un manque de confiance en lui. C'est clair, ça saute aux yeux. Ça aurait été une autre personne, que le même problème allait se poser. Ça aurait été quelqu'un, on a vu des patrons qui organisent carrément l'anniversaire parce que la secrétaire a 1 an de plus. Ils décident d'organiser l'anniversaire et toute l'entreprise célèbre l'anniversaire. Est-ce que ça pour la récompenser? Est-ce que cela implique qu'il sort avec la secrétaire pour la récompenser? Pour la récompenser, bien sûr. Et comment la femme du monsieur donc, qui organise l'anniversaire de sa secrétaire doit réagir quand elle se rend compte qu'il n'organise jamais son anniversaire à elle? C'est le travail. L'homme n'organise jamais. C'est le travail. C'est le travail, madame. Pour récompenser tout simplement. Il n'organise pas d'anniversaire pour sa femme. Et surtout pour faire étaler justement la bonne santé de l'entreprise. C'est ça. Voilà, on va donc marquer un terme à ce sujet passionnant de ce matin au cœur du Zénith pour embrayer maintenant avec notre chère colère de Charles Hamel dans un instant. Je m'interroge ce jour de manière colérique, comme les employés de l'imprimerie nationale, sur la question de l'imprimerie nationale au Cameroun. À quoi nous sert l'imprimerie nationale? Dites-moi, à quoi nous sert l'imprimerie nationale? Une structure budgétivore. Pouvons-nous encore avoir confiance aux différentes impressions du journal officiel, documents des différentes administrations, documents d'état civil, actes de naissance, mariage, décès, bulletins de vote, tracts des partis politiques lors des élections présidentielles, législatives ou municipales, telles que prévues à l'époque? Savez-vous que les employés de l'imprimerie nationale travaillent dans des conditions extrêmement difficiles? Ils sont, les voilà, en grève. Savez-vous que Moïse Ngaï Amoubeke, président du conseil d'administration, est là depuis 1978? Savez-vous que force est de constater que des souris tombent comme des gouttes de pluie sur la tête des employés de temps à autre, comme s'ils étaient sur un axe lourd, en raison d'un plafond parsemé de trous? Savez-vous qu'il y a des trous partout sur la toiture et qu'une éventuelle pluie vous croirait sur une colonne d'eau? Savez-vous que même les WC sont pratiquement inaccessibles? Savez-vous que l'imprimerie nationale brille
brillamment atteint le sommet de l'inacceptable avec les murs décrépits, le plafond des bureaux sérieusement délabré. Savez-vous que l'imprimerie nationale brille par l'obsolescence de ses équipements, avait dans ses ateliers des machines qui datent d'une trentaine d'années, même d'au-delà, malgré les tentatives de renouvellement? Savez-vous que certains magasins de vente d'imprimants administratifs se trouvent malheureusement fermés pour des raisons de rentabilité non satisfaisantes? Des magasins de vente des imprimants administratifs de Yaoundé, Messa et de Yagua fermés. Comment comprendre ces multiples débrayages que rencontre l'imprimerie nationale depuis des années? Comment comprendre que depuis belle lurette, les employés se plaignent du non-paiement des rappels d'avancement, du paiement des heures supplémentaires effectuées parce qu'ils travaillent parfois 24 heures sur 24, des sommes dues comme la ration alimentaire, le remboursement des frais médicaux et autres droits de départ à la retraite? Comment comprendre le fait pour le directeur général de cumuler plusieurs postes? Il est en même temps comptable et chef de personnel. Comment comprendre que travailler à l'imprimerie nationale ressemble à un véritable calvaire au quotidien? Comment comprendre le fait que l'imprimerie soit un véritable gouffre financier qui jusqu'ici n'a réussi qu'à épaissir ses dettes auprès des banques de la place à des taux exorbitants afin non pas de remplacer un matériel vieux de 30 ans, mais de payer tant bien que mal un personnel en sureffectif et oisif au quotidien du fait que les commandes sont dans ces structures, la chose du monde est la moins disponible. Comment comprendre que les derniers vrais grands travaux étaient enregistrés en 2011, lorsqu'il aura fallu imprimer les centaines de tonnes de matériel électoral pour les élections municipales, législatives et présidentielles? Comment comprendre qu'à ce jour, de nombreux Camerounais, clients, prospects, ignorent jusqu'ici l'existence de ces structures dont les parts de marché ont été érodées au fil du temps jusqu'à atteindre le chiffre 0? Comment comprendre que les caisses de l'imprimerie nationale soient affreusement vides alors que la structure a de l'argent dans les poches de nombreux anciens clients dont certains ont certainement pris la poudre d'escampette ou opéré une mue? Comment comprendre qu'une immense partie des dettes de l'imprimerie nationale soit due aujourd'hui aux tonnes de charges salariales qui d'ailleurs s'accroissent tous les mois alors que des 360 employés, il y en a beaucoup qui se tournent les pouces au bureau, dans les ateliers ou les usines, des fois qu'ils s'y rendent, parce que ce n'est pas tous les jours qu'ils vont. Comment comprendre qu'à l'imprimerie nationale, certains employés travaillent sur la base des diplômes qu'ils n'ont jamais présentés et d'autres ont bénéficié même des avancements induits ou occupent des fonctions ne correspondant pas à leur diplôme? Savez-vous que l'entreprise emploie environ 360 personnes, y compris les employés affectés hors des sièges basés à Yaoundé, au quartier administratif, en contrebas du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation? Savez-vous que la masse salariale de l'imprimerie nationale est ainsi estimée à 100 millions de francs CFA par mois, soit 1,2 milliard de francs CFA sur une année? Comment donc comprendre que l'imprimerie nationale fonctionne encore avec un organigramme vieux de 40 ans? Comment comprendre le fait que les chauffeurs du DG, directeur général, travaillent toujours malgré leur départ en retraite? Comment comprendre qu'à ce jour, de nombreux ministères et autres administrations publiques préfèrent imprimer leurs documents chez les opérateurs privés plutôt qu'à l'imprimerie nationale? Nationale est-elle encore, sinon qu'une simple imprimerie? L'imprimerie nationale qui est donc en crise, une crise profonde, 95 millions de masse salariale le mois, c'est quand même, comme vous l'avez dit Chalamel, une structure budgétivore, c'est peu le dire. Alors, on va fixer le cadre légal de cette institution avec vous, Bombok Began. Oui, l'imprimerie nationale, même avec la naissance de la Société de presse et d'édition du Cameroun en 1974, l'État savait qu'elle avait une imprimerie, pour l'impression des actes officiels. Le journal officiel, c'est tous les jours, comme si les décrets, les arrêtés, les circulaires et tout ça, qui devaient être imprimés à travers cette entreprise étatique-là. Et maintenant, une société de presse qui s'occupait, donc, qui avait la presse du Cameroun et qui d'ailleurs à l'époque était imprimée là-bas, mais d'abord avec Cameroun Tribune. Donc il fallait faire le distinguo des deux. Mais il s'est trouvé qu'à un moment, l'État même, je veux dire le gouvernement Cameroun, au lieu d'envoyer certains actes d'être imprimés à l'imprimerie nationale, les envoyait à la SOPECAM. C'est d'abord à ce moment qu'a commencé, j'allais dire, la descente aux enfers de l'imprimerie nationale. Et en plus que le journal officiel même
ne paraissait plus de manière régulière, était pratiquement, j'allais dire, oublié, et surtout avec l'avènement du renouveau national. Parce que à une certaine époque, je dis jusqu'en 78, quand il parle de 78, la date d'arrivée de l'actuel PCA, exactement, c'est un organe, c'est une entreprise qui fonctionnait, je ne dis pas 100 à l'heure, mais qui fonctionnait quand même de manière, j'allais dire, normale. Et les impressions, et tout le monde avait le journal officiel, hein, parce que le journal officiel, on ne se posait plus, on ne cherchait plus les arrêtés, les décrets ou les lois de la République. Et l'Assemblée nationale aujourd'hui qui siège tous les 3 mois, par exemple, et en plus du Sénat, donc c'est une entreprise qui aurait pu avoir de la matière. Qui aurait pu prospérer. Qui aurait pu prospérer. Et qui avait même d'ailleurs des démembrements dans presque les 10 régions. Dans presque les 10 régions. Donc, en réalité, ça montre encore. D'abord, on la maintient parce que c'est la gabégie. Parce que lorsqu'on parle de près de 100 millions, par exemple, pour 360 employés. 100 millions de francs par mois. Par mois, c'est ça que j'ai dit. 100 millions de francs par mois, avec 360 employés. Qu'on n'arrive pas à honorer les engagements convenablement, ça pose un problème. Ça veut dire que cet argent-là, ça veut dire que l'État continue à subventionner. Mais pourquoi ne traite-t-on pas ces 300 employés de manière, j'allais dire, normale, au moins pour assurer leur troisième âge, la vie, lorsqu'ils seront à la retraite. Donc là, j'interpelle encore une fois de plus le chef de l'État. Ou alors on ferme pratiquement l'imprimerie nationale et on pense qu'on a la SOPECAM qui pourrait prendre le relais. Faire le problème. À ce moment, donc, on prend les employés de l'imprimerie nationale qu'on reverse à la SOPECAM et on liquide le reste. Et on liquide le reste parce que l'imprimerie nationale est donc en agonie. Et lorsqu'on voit qu'elle a du mal à payer ses salariés, on parle de 2 mois d'arrêt de salaire. Et depuis janvier, ça vient au compte-gouttes tout cela. Et on va surtout dire, hein, Charles Hamel, pour un tout petit peu à la décharge de l'imprimerie nationale, qu'on est au XXIe siècle et que, évidemment, les fichiers papier ne sont plus vraiment ne sont plus vraiment utilisés par tout le monde. Non, il faut préciser, n'est-ce pas, Éric Fopoussi, que la dette de l'imprimerie nationale est très élevée. Et ils sont encore en vie, ces pontes du régime, qui doivent beaucoup d'argent à l'imprimerie nationale. Ce que l'imprimerie nationale vit aujourd'hui est la même chose que vit Camerco. Il y a de nombreuses personnes, la dette de l'État est énorme, de nombreuses personnes qui au nom de l'État font des réservations, voyagent, font des allers-retours, ne payent pas. On ne paye pas. Il faudrait qu'on commence par récupérer l'argent. L'argent d'abord, cette dette qui ne cesse de s'épaissir. Qu'on essaie de voir le problème des employés fictifs. Il y a 360 après pour faire quoi? Pour faire quoi à l'imprimerie nationale? Posons-nous les bonnes questions. Pour se ronger les pouces. Vous avez 360 employés qui arrivent à longueur de journée. La fréquence du travail. On pouvait ne serait-ce que récupérer tout l'argent qui se retrouve dans les poches des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont contracté des dettes, qui sont venus faire des travaux par rapport à certaines élections, par rapport à certains meetings, par rapport à X et par rapport à Y, qui n'ont jamais reversé en disant que c'est la présidence de la République du Cameroun. Si on récupérait cet argent, je suis sûr qu'on pouvait racheter de nouvelles machines au niveau de l'imprimerie nationale et la relancer. Savez-vous, il faut le préciser aussi, que c'est depuis 1906 qu'on parle que les colons avaient lancé l'imprimerie nationale au Cameroun. Après, lorsqu'on reverse, c'est une entreprise prospère. Pourquoi aujourd'hui on laisse entrer les Chinois? Les Chinois aujourd'hui sont entrés avec le papier. Les Chinois sont entrés avec les machines. Les Chinois sont venus casser même, ne serait-ce que les privés qui se lancent dans l'imprimerie. Pourquoi ne pas demander à faire un partage en disant chaque structure étatique va donner tel nombre de pourcentage, le privé a une obligation de faire pour faire tourner l'économie nationale. Et on se plaint qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Oui, donc l'imprimerie nationale qui, on l'a suffisamment dit ici, donc est en agonie. Il faut sauver le soldat. Imprimerie nationale Megui, surtout lorsqu'on regarde cette créance exorbitante auprès de cette administration, on imagine qu'effectivement, on ne peut pas être surpris de ce que vit cette entreprise aujourd'hui. Oui, on n'est pas surpris. Et puis, c'est à l'image de ce qu'on peut observer, de tout ce qui est désormais entreprise publique. Voilà, dans les entreprises qui sont gérées de façon un peu vraiment alambiquée.
même si je ne suis pas une experte en gestion, mais on peut tous constater que quand on parle des entreprises publiques aujourd'hui, dans leur gestion, il n'y en a pas beaucoup qui se portent tout à fait très bien. Donc moi, hier, en cause information, je suivais justement cette actualité, cette info selon laquelle il y aurait des arriérés de salaire du côté de l'imprimerie nationale, je crois 2 mois d'arriérés de salaire, et les employés seraient donc en grève. Et quand on entend Charles Armel dire que la masse salariale de cette entreprise est de 100 millions par mois, 100 millions par mois, c'est extrêmement énorme. C'est extrêmement énorme, mais on regarde justement qu'est-ce qu'il en sort. On se demande bien à quoi est-ce que ça sert donc de débourser autant d'argent, je ne sais pas, 1 milliard 200 millions par an pour une entreprise qui, ma foi, ne produit pas les résultats escomptés. Aujourd'hui, on a des employés qui sont pas payés. Pour une entreprise comme celle-là, c'est tout à fait regrettable. Donc, tendance, on est vraiment dans une situation compliquée avec cette imprimerie nationale. C'est énervant, ce n'est même pas seulement l'imprimerie nationale. Là. Toutes les sociétés du Ngomna, selon moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les sociétés là, parce que c'est rare de voir une société du Ngomna où les gars ne grèvent pas. Quand même, c'est tout le Ngomna en Ocha. Oui, tout à fait. Tous les jours, il y a les problèmes là-bas. Chantier naval, c'est tout le Ngomna. Pourquoi chaque fois il y a tous les problèmes dans les sociétés du Ngomna? On parlait aussi d'une société de téléphonie mobile. Téléphone mobile. Vous voyez, Voilà. vous voyez, de qui se moque-t-on? De moi ou de nous? Non? Vous vous moquez de vous-même. Et quand vous faites ça, après vous allez vous asseoir pour insulter mon père. Vous allez dire que c'est pas bien, c'est pas bien. Prononcez encore son nom, on ne va pas vous dire. Il faut travailler. Mon pays, ça me dépasse. Vous voulez que je rentre rester dans quel pays? Vous voulez que je fuis mon pays? Je ne veux pas fuir mon pays. Donc, ce que Charles Amel dit là, on va prendre une décision. Le montant que tu parles là, mon cœur veut s'arrêter. Le montant. Bon, je n'ai jamais touché le montant là que c'est pour moi. Depuis que je suis né. 100 millions. Oui. Donc, je n'ai jamais touché 100 millions. Tu as déjà eu 90 millions. Non, j'ai déjà eu 8 millions que c'est pour moi. Tu comprends, non, bon. C'est la sueur de ma bouche. Que c'est pour moi, jusqu'à compter, comme maman. Donc, je peux aussi toucher le geste un jour. Mais le montant là. J'aimerais quand même qu'on questionne un peu la gestion du DG actuel de l'imprimerie nationale, Charles Amel. Est-ce qu'il n'y aurait pas des marges pour pouvoir sortir de ce tunnel malheureux? Vous savez que dans ce pays, on vous donne la patate lorsqu'elle est chaude, en vous donnant des instructions. Je pense que lorsqu'il était installé, le directeur général, le ministre Issa Tiroma lui avait prescrit un ensemble de choses. Il faut réformer. Et je tiens à préciser que l'imprimerie nationale n'a connu une réflexion extérieure que lorsque l'ancien directeur, M. Abo Solana, a été décédé. C'est lorsqu'il était décédé, pour lui rendre hommage, on a mis la peinture, on a refait la peinture extérieure, laissant l'intérieur complètement abandonné. On a bricolé. On a bricolé. Disons qu'on a bricolé. Regardez ne serait-ce que l'accès qui part de la route principale pour accéder à l'imprimerie nationale. Vraiment, il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'on est arrivé dans cet état de décrépitude dans un état? Faites un tour dans toutes les administrations publiques dans la région de Douala, dans les zones régionales, disons-le. Vous allez vous rendre compte que les services publics sont abandonnés. Regardez les commissariats de police. Regardez le temps dans lequel sont les commissariats de police. Mais on préfère donner des voitures dernier modèle au ministre, dernier modèle au sous-préfet, dernier modèle au commissaire de police. On donne des 4 premiers niveaux à la police. Or, la police est censée avoir des voitures économiques. Oui. Ils sont censés, l'administration publique est censée avoir des voitures économiques pour réduire le train, mais tous les véhicules qu'on donne sont des véhicules de haute consommation où vous avez des femmes de gouverneurs qui vont au marché, laissant tourner le moteur du moment qu'elles vont faire toutes les emplettes jusqu'à revenir. Que la voiture soit dans un état de climatisation. C'est pareil avec l'imprimerie nationale où vous avez une gestion. Est-ce que celui qui est là les mains libres, lui aussi il arrive, il veut finir faire ses affaires. Les gars vont se battre au quartier pour prendre les marchés, revenir travailler de nuit pour pouvoir livrer. C'est devenu la chose publique ouverte à tout le monde. C'est ça la gestion. Surtout que celui qui est en poste, on sait tous comment
les nominations se font au Cameroun. Peut-être qu'il a également cette envie de faire un retour sur investissement. Et on comprend pourquoi aujourd'hui on subit cette agonie de l'imprimerie nationale. Donc, Megui, on est vraiment à s'interroger parce qu'il va falloir qu'on mette aussi la main, qu'on s'intéresse vraiment à ces créances lorsqu'on imagine que des ministères doivent beaucoup d'argent à cette imprimerie et qu'effectivement, ces ministères continuent à envoyer du travail et ne payent pas. Tout à fait. C'est aussi l'une des grandes causes même de la situation dans laquelle se trouvent... Les caisses sont vides. Les caisses sont vides, justement. Donc, il faudrait que les personnes en charge des ministères, quand même des finances, soient un peu responsables. C'est-à-dire que trop de crédit tue finalement tout business. Oui, trop de crédit tue tout business. Vous ne pouvez pas aller faire demander des prestations à l'imprimerie nationale à coût de millions. Vous cumulez les prêts, mais normalement, c'est une entreprise qui va tomber. C'est une entreprise qui va tomber. Et moi, je dis, c'est la faute à tout le système parce que normalement, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. Pourquoi l'imprimerie nationale? Est-ce qu'il n'y a pas, un bureau justement qui se charge de la gestion des finances à l'imprimerie nationale? Et même le suivi au niveau du contrôle supérieur de l'État. Le compte supé, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que justement cette situation-là allait amener à la fermeture même de cette entreprise? Oui. Pourquoi ils ont laissé les choses faire? Et c'est à ça qu'on assiste tout le temps. C'est-à-dire qu'on voit des situations se dégrader, on laisse faire, et c'est même palpable au niveau même de nos grandes agglomérations. Quand vous regardez, vous passez sur une rue, vous voyez un trou qui se fait dans la chaussée. On laisse faire jusqu'à ce que ça se transforme en étang. Et quand il y aura une catastrophe, là, vous allez voir les gens réagir. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe dans toute la gestion de toutes les entreprises. C'est une gestion par embuscade. Voilà. Et surtout à ce directeur général de l'imprimerie nationale, Walter Paul Comeau, qui doit vraiment prendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il a hérité? Parce que... Non, mais... Il a hérité d'une patate chose. On ne peut pas que l'en vouloir. Non, mais Charles Lamal, on peut aussi lui en vouloir parce que... Un PCA qui est là depuis 1978. On a quand même du mal au Cameroun à voir des dirigeants qui ont... Excusez-moi, qui ont quand même de la poigne. À un moment donné, il peut démissionner pour montrer le mal-être qu'il vit au quotidien. Mais le PCA est là depuis 1978. Le PCA, en lui-même, qui est le président du conseil d'administration, devait voir ces choses. Ça commence par la tête avant l'implémentation. Absolument, mais un DG peut également arriver dans une entreprise et estimer que ça ne marche pas, il démissionne. On le voit ailleurs. Pourquoi au Cameroun, c'est impossible à faire? Ils ne sont pas nombreux comme Bongli Massaga qui démissionne. Parce qu'on a un pays où les gens arrivent à un moment donné où ils sont asphyxiés, mais ne font rien. Chacun veut rester à la mangeoire. Personne ne veut vraiment mettre en place un système qui puisse avancer. Il y a eu des réformes, Éric Fopoussi, il y a eu des réformes qui n'ont pas été appliquées. Il fonctionne avec un organigramme vieux de 40 ans, où le directeur général cumule tout. Il est comptable, il est chef de personnel, il est ici. Mais comment vous voulez que les choses changent? Il y a eu des réformes qui ont été faites, il y a des textes des réaménagements qui ont été faits au niveau de la l'implémentation n'a pas été faite. Je crois quand même qu'ils ont une tutelle. Il y a une tutelle qui est censée être regardante. Au lieu de nous dire des discours chaque jour, de sortir chaque jour, il y a une tutelle qui est censée procéder. On va le dire comme ça au réaménagement. Non, Éric, tout c'est à la présidence de la République. C'est à la présidence. Les deux, c'est le décret du président de la République qui les a nommés. Donc c'est le président de la République qui peut les défaire. Sauf, comme vous avez dit, s'ils démissionnent eux-mêmes. Mais nous avons vu dernièrement un clash lors d'un conseil d'administration de la SOPECA, Mavi rendait sondé et tout. On a vu un certain nombre de choses qui se passer. Ici, c'est au chef de l'État de regarder, de demander le cahier de tableau de bord de ces entreprises-là. Ici, l'imprimerie nationale éditait non seulement le journal officiel, mais également les calendriers. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous avons, je pense, environ une quarantaine de ministères. Si ces quarantaine de ministères, plus les autres institutions, payent leurs dettes. Voilà, payent leurs dettes. Et même éditer leur calendrier là-bas. Parce que le calendrier seulement du ministère de la Défense, je parle là des institutions qui sont directement rattachées à la présidence de la République. Les calendriers du ministère de la Défense, du contrôle supérieur de l'État, des marchés publics, de la présidence même de la République. On les reverse, on les envoie, on envoie ce marché à l'imprimerie nationale et on paye. On ne vient pas avec le bon. Parce que ce qui arrive, c'est que
tous j'allais dire, hauts fonctionnaires qui voyagent par Camerco, ils ne payent pas. Ils viennent avec les bons. Mais lorsqu'ils vont à travers les autres compagnies aériennes, ils payent cash. Voilà. Ils payent cash. Et ils font porter leurs bagages, car ils vont là-bas pour faire vraiment des achats, les achats en euros partout. Et ils passent par Camerco pour faire le fret. Et parce que à Air France, par exemple, donc, c'est à la présidence de la République que ça va se dessiner. Je suis convaincu qu'on a adressé les rapports là-bas. Oui. Mais comme c'est une nébuleuse, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui doit maintenant coordonner. L'Assemblée nationale s'est réunie depuis hier pour voir le budget de l'État. C'est l'occasion maintenant de dire si on peut fermer ou alors on peut récapitaliser les primeries nationales. Non, mais il faut dire quand même que c'est un échec. Ce gouvernement, ne nous cachons pas, c'est un échec. Vous laissez quelqu'un à la tête depuis 78, il va penser encore quoi? Il a quel âge aujourd'hui? La réflexion va porter sur quoi? On parle de réaménagement. Lorsque les colons ont laissé, les colons allemands ont laissé, ça après 1906, c'était une industrie prospère. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que toutes les administrations publiques doivent forcément aller imprimer les documents, ne serait-ce que les calendriers? Ne parlons pas des cartes de visite, ne parlons pas des documents, ne parlons pas de si on oriente une partie à la SOPECAM, une partie au niveau de l'imprimerie nationale. S'il faut fermer, imaginez-vous que ça fait 15 ans que cette structure bat de l'aile. Prenez 1 milliard 200 millions, multiplié par 15 ans, ça fait combien en termes d'argent qui est jeté comme ça par la fenêtre? Pendant que les gens se plaignent, les directeurs ne se plaignent pas. Il y a un marché noir qui tourne tout autour. Ils peuvent pas aller faire ça à l'imprimerie nationale. Parce que les budgets qui sont alloués justement pour la confection de ces calendriers et autres, si vous allez voir les budgets, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils préfèrent aller dans les imprimeries du quartier où ils vont payer les 1 dixième du budget qu'ils ont touché. Voilà, et donc Charles Hamel, je comprends votre courroux, mais il faut surtout rappeler qu'au Cameroun, quand on dit PCA, c'est souvent des postes de récompense, c'est souvent des contenants sans contenu, et on sait tous à quoi servent les PCA dans ce pays. Donc on peut simplement espérer qu'au secrétariat général de la présidence de la République, où souvent se goupillent beaucoup de choses, que les notes et les rapports qui y sont consignés soient effectivement traités avec célérité. On va lire quelques messages Megui avant d'embrayer sur la suite de cette émission. Voilà, bonjour, ce problème se situe dans la malgouvernance. Merci, c'est Joseph qui signe ce message. Donc on va prendre cet autre message qui parle de toute autre chose, mais bon, on va quand même le lire. Je vous informe que depuis 19 ans, 603 agents de l'ex-Régifercam n'ont pas de pension retraite. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà encore un dossier. Voilà un gros dossier. Voilà donc cet autre message qui démontre de l'incompétence notoire qu'on observe au Cameroun dans sa gestion au quotidien. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, c'est que si vous allez sur les papiers, si vous allez consulter les dossiers, je le dis là, je regarde la caméra, ces gens-là touchent leur retraite. Droit dans les yeux. J'ai dit ces gens-là touchent leur retraite. Si vous allez sur les papiers, vous allez fouiller les papiers, vous allez voir encore que les gars de la régie FECAM là touchent leur salaire. Vous allez vous rendre compte que les allocations familiales, tout ça en train d'être passé. Tout est propre, tout est comptabilisé. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas ça. La preuve, lorsqu'ils descendent pour aller marcher, lorsqu'ils descendent pour aller réclamer, on dit au chef de l'État, c'est des gens qui sont en train de t'ennuyer là, c'est des gens qui veulent réclamer le pouvoir. On envoie quelques, les Mami Ouattara là, les Abraham, on arrose, le problème est terminé. Voilà des gens qui dans un pays vont réclamer, on se retrouve en train de les menacer, pourtant c'est légitime. Les boutins, ils évoquent et surtout montrent leur mal-être. Et oui, Megui, allez-y. Voilà donc Junior de Deido qui nous dit mon pays est en feu, toutes les sociétés étatiques sont au centre, excusez-moi, j'essaie de décrypter. Donc, il faut balayer l'escalier depuis le haut, car le chef connaît tout ce qui se passe et ne fait rien. Quelle image pour mon pays, berceau de nos ancêtres. Junior de Deido. Merci, Junior de Deido. Et effectivement, parce qu'effectivement, dans un pays, lorsque tout va mal, il ne faut pas aller par 4 chemins. Voilà, à quoi nous sert ça vient. À quoi nous sert le contrôle supérieur de l'État si ce n'est pour contrôler les dépenses des autres? Moi, je pense qu'il faudrait revoir la mentalité de toutes ces grosses têtes du pays, puisque cette mentalité est déjà ancrée dans leur cervelle. Vraiment, toutes ces histoires au jour le jour deviennent ennuyeuses. Elvis depuis Makepe. Les gens sont plutôt préoccupés par s'enrichir au quotidien qu'à gérer le pays.
dans les règles de l'art. C'est donc ici qu'on a marqué donc, un terme à cette première partie de l'émission. On fait la pause quotidienne et on revient dans un instant. Et voilà, retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith. On va surtout dire qu'il y a beaucoup de problèmes partout au Cameroun. Lorsqu'il pleut, on coupe le courant électrique. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'image à la télévision. Donc partout, il n'y a pas un seul secteur au Cameroun où on peut espérer avoir du positif. Tout est vraiment à jeter et on imagine effectivement d'où tout ceci et tout cela vient parce qu'effectivement le pays est ancré et surtout s'enfonce dans une malgouvernance qui ne veut pas partir. Donc à tous ces dirigeants qui nous regardent ce matin, on vous interpelle sur tous ces problèmes de la nation camerounaise. L'émission se poursuit avec des messages, Megui. Voilà donc Charlie depuis Bafon qui nous dit à propos de la colère, dans notre pays, l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Alors on prend ce qui est gâté pour remplacer ce qui est mauvais. C'est Guy depuis la ville de Douala. On va également prendre un message à propos de l'histoire du jour. Moi, je trouve que cette secrétaire est détourneuse de mari. C'est Cédric à Yaoundé. Voilà donc cet autre message. Bonjour à tous. Oui, je peux accepter que ma copine soit la secrétaire de mon mari si réellement cette dernière a besoin d'un boulot, mais à deux conditions: que celle-ci soit légalement mariée et mère d'enfants. Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, je refuse. C'est Sandra depuis la France. Ça veut donc dire que vous ne devez pas avoir de copine qui ne soit pas mariée. C'est très simplement. C'est très simple. Il faut commencer à la base. Voilà, tout à fait. Surtout que mariée ne veut pas dire sérieuse. Hein? Oui. Non, mais c'est elle qui donne ses conditions. Elle dit, oui. Commençons donc par la base. Elle dit ce qui pourrait la rassurer. Ce qui est étonnant, c'est que là où la femme doit se plaindre, elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint là pas. Là où elle doit soupçonner, elle ne soupçonne pas. C'est là où il ne faut pas qu'elle soupçonne. Absolument, et c'est vraiment dommage pour ces femmes qui ont souvent cette paranoïa. Je continue à dire que c'est la paranoïa, et c'est très compliqué. Mais Guy, un autre voilà message. Chapfort de Yaoundé, cet homme n'est pas sérieux. Comment il accepte de prendre la copine de sa femme comme secrétaire? Ce mariage risque de se gâter à cause de cette copine. Elle doit être limogée. Maman, je suis avec toi, je refuse ce voyage, sinon tu vas perdre cet homme. Franck depuis Yaoundé. Décidément. C'est elle qui a trouvé l'emploi à sa copine. Maintenant, elle ne veut plus. Et maintenant, voilà, si elle maîtrisait donc le secteur professionnel, elle aurait pu mettre j'allais dire des limites. À quel moment elle n'est pas secrétaire de son mari? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? A-t-elle même l'organigramme? Tu te comportes bien, tu montres ton bon cœur. Comment elle sait qu'elle se comporte bien, puisqu'on ne la note pas en fonction. Son bon cœur, c'est parce qu'elle a dit, bébé, ma copine est secrétaire. Est-ce que tu peux la prendre? Son mari a accepté. Le comportement de la copine a changé, ça devient suspect. Voilà. Même si tu veux être, même si tu sais pour balayer le sol, dans la société, mon mari, je mets les cadres. Je suis pas là. Voilà, Mathieu, la femme mariée a laissé un trou dans la digue, elle devrait s'attendre donc à avoir des inondations. Parce que cette digue pourrait céder ou pas? Voilà, Herbert. La digue pourrait céder, oui. Herbert Fotso, bonjour, le système a tout verrouillé concernant les élections. Nous allons chercher d'autres moyens pour les chasser du pouvoir. We still have 10 years behind. Bon, je ne sais pas, la phrase n'est pas complète, excusez-moi. L'ENAM, dans le système actuel, va maintenir le Cameroun dans le sous-développement, car formant des prébendiers et non des méritants patriotes. Oui, et on le voit d'ailleurs avec la querelle actuellement entre le ministre de la fonction publique et la formation de nos magistrats, des administrateurs. Il faut revoir. Le cadre sur le fait est périmé, c'est déjà périmé, il faut repenser. Moi, je pense que l'ENAM ne sert à rien. Vraiment, il faut supprimer complètement cette école qui ne sert vraiment à rien. Alors, on va arrêter comme ça pour les messages ce matin. Megui, on va prendre tout de suite notre revue des réseaux sociaux. On va voler un peu plus haut.
Voilà, merci Eric. Donc on va entamer cette revue des réseaux sociaux avec cette première actualité à propos de la démission de Wongly Masaga qui survient 3 mois après juste son adhésion au parti politique MRC du docteur Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, merci Mbombok. Donc 3 mois seulement après cette adhésion, Wongly Masaga alias commandant Kisamba annonce donc qu'il démissionne de ce parti. Et il y a des raisons qu'il a évoquées qui ont quand même suscité pas mal d'étonnement et de surprise au sein de la communauté des réseaux sociaux. On va noter donc que le président Wongly Masaga dit que le président du MRC n'a pas accueilli le doyen Kisamba à la cérémonie de réception de celui-ci au MRC. Première erreur. Deuxièmement, après une longue attente du trésorier, c'est une enveloppe de 200 000 que le commandant Kisamba a reçue au MRC alors que l'opinion camerounaise présumait qu'il a touché des millions. Troisième cause, la section MRC de France, bien informée des conditions dans lesquelles vit et travaille le commandant Kisamba, a décidé de sa propre initiative de faire une quête de soutien aux vétérans. Cette quête a été annulée. Et en 4e point, il devrait voyager pour Paris, invité au Forum international de la diaspora, mais le MRC n'a pas... Voilà, donc le MRC n'a pas voulu prêter les devises requises pour la réglementation, d'où le refus du visa. Donc, selon Wongly Masaga, voilà les raisons qui ont justement amené à démissionner de ce parti. Donc voilà cette affaire encore qui vient au devant de la scène médiatique du Cameroun, surtout que je suis un tout petit peu gêné et sidéré par le comportement des jubilatoires de certaines personnes dans les rangs du parti au pouvoir RDPC qui ont tout de suite jeté en pâture le MRC. J'ai également ici à vraiment questionner l'attitude même de Wongly Masaga parce qu'effectivement je rends compte qu'il est dans une inconstance, dans une inconsistance notoire au quotidien. Alors Chalamel, quelle est la grille de lecture que vous avez de cette nouvelle affaire Wongly Masaga? Alors moi la première observation que j'ai, c'est que le président du MRC certainement n'avait pas envie de voir Wongly Masaga. Première chose. Oui. Parce que dans ce qu'il dit, jamais il n'a été accueilli par le président du MRC. Il estimait que c'était une joie ça devait être que c'était la pêche d'un gros poisson. La pêche d'un gros poisson, voilà. Comme lui, par le MRC. Ça suppose qu'au sein même du MRC, il y a 2 tendances. Il y a un camp qui avait estimé que Wongly Masaga devait faire un point en le faisant venir sur le plan politique, sur le plan marketing politique. Le marketing politique, ça devait remettre en question. Et ça donne aussi raison aux UPCistes qui, à un moment donné, on dit, le départ de l'autre, ça les a surpris, mais ils ont dit, bon, ils le connaissant la personne, ils sont sûrs de ce qui va arriver avec le temps. La deuxième chose, c'est que Maurice Kamto n'a jamais appelé, n'a jamais téléphoné à Wongly Masaga depuis qu'il est entré. D'ailleurs, lui-même l'a dit dans son courrier que tout le marketing médiatique, le tapage médiatique que cela fait, il s'attendait à ce qu'on l'appelle pour lui dire merci. Si Wongly Masaga avait les idées d'aller chercher là dans le MRC, il a frappé à côté. Voilà. Parce que plusieurs fois, j'ai assisté à 2 ou 3 meetings de passage du MRC, parce que je suis membre, j'ai assisté pendant que je passais, où à la fin on a demandé au président que vous partez comme ça, les autres nous donnent le riz. Vous nous donnez quoi? Vous donnez quoi? Donc, c'est dire qu'il n'a pas compris les idéaux du MRC, il n'a pas compris les actions dans lesquelles s'inscrivent la logique du président du MRC. Il a fait le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a frappé donc à côté. Et puis l'autre point, là où il a un peu essayé d'attirer mon attention, il a précisé que les attitudes, cette proximité aérienne qu'a le président Kamto vis-à-vis du MRC et vis-à-vis de sa personne, atteste de ceci par rapport à la crise anglophone, il a les mêmes attitudes que le gouvernement. Donc j'ai essayé de voir et de rentrer par rapport à un certain nombre de choses. Et je dis le commandant Wongly Masaga, oui, il a glissé sur du mauvais gombo, mais il a quand même eu l'audace d'attirer quand même l'attention sur un fait qui mérite quand même pour le MRC et pour les observateurs de pouvoir marquer un peu de temps d'arrêt et se demander est-ce que véritablement il n'a pas raison. Moi je lui souhaiterais aujourd'hui de ne plus retourner dans l'UPC mais d'aller au RDPC. Voilà, parce qu'effectivement, c'est le dernier parti. Parce qu'effectivement, rappelons quand même
qu'il a tout récemment appelé aux États généraux de l'UPC. Donc il espère rentrer à l'UPC. Mais bon, on a quand même là en face d'un doyen qui a quand même un super CV. Et on se voit être dans une histoire de sous qui a mal tourné. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une histoire de sous. C'est pas comme ça. Il a précisé 200 000, hein, l'enveloppe de 200 000. Ne lisez pas les problèmes politiques avec les yeux d'hommes d'affaires. Ça ne se lit pas comme ça. Oui, dites-nous effectivement. Ça se lit de cette manière. Effectivement, lorsqu'on vous dit... Même lorsque Mitterrand prend le Parti socialiste en 1969, c'est parce quoi? Mitterrand vient de la droite. Effectivement, lorsqu'il débauche avec il y a des icônes concrètes qu'on entretient, mais on ne les achète pas. C'est-à-dire que leur expertise qu'ils apportent est entretenue par l'organisation politique qui les a débauchés ailleurs. Mais ce n'est pas ça payer. Donc quand vous prenez l'argent, on a donne l'impression que non, il est parti parce qu'on ne lui a pas... Il a dit qu'on ne lui a remis qu'une enveloppe de 200 000. Non, écoutons, non, ce n'est pas une histoire de sous. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une histoire de traitement. On peut même vouloir lui donner, j'allais dire, 1000 francs tous les mois. Mais le problème, c'est la manière dont on lui donne ces 1000 francs. Mais ce qui compte, c'est que quand il venait au MRC, il a dit « Je resterai UPCiste ». C'est-à-dire que pour un UPCiste, et là on le lui reconnaît, il y a le problème de l'unité du pays, l'unification de deux Cameroun. Où est-ce que le MRC pose le problème? Il n'a pas vu. Maintenant, recruté comme conseiller spécial du président de MRC, il aurait quand même attendu que le président, avec lui, qu'ils aient des tête-à-tête pour qu'on se comprenne un peu. Oui. Il ne l'a jamais eu, il ne l'a pas eu pendant les 3 mois. Donc, en bon UPC, c'est tout à fait normal qu'ils se disent, mais non. Maintenant, le traitement dont vous faites allusion, ça se fait. Même nous, au sein des anciens combattants qui sont au sein de l'UPC, comment on les entretient? On les entretient, on les appelle les doyens de la CNO ou de l'ANNK. On devrait les entretenir et on demande même à l'État de les prendre en charge parce que vous ne pouvez pas réhabiliter les figures historiques de ceux qui ont combattu pour l'indépendance et leurs compagnons, vous les laissez. Alors qu'on a créé un ministère chargé des anciens combattants et des exilés politiques. Donc on ne les peut pas. Maintenant, je termine par là. Mais quand même, je voudrais vous relancer. Pour un homme comme Wungli Masaga, qui a la carrière qu'on connaît, qui a l'expérience qu'on sait, vraiment adhérer à un parti et 3 mois après en démissionner, ça relève quand même d'une... Mais c'est pas possible. L'affaire de Gombo. En fait, disons de traitement. À quoi il pensait? À un moment donné, quand même, tous négocient avant. On n'imagine pas que... Vous voulez, je ne veux pas entrer dans ce domaine-là qui n'est pas un domaine politique. Vous pouvez avoir cette opinion, mais j'ai dit, vous l'envoyez, vous n'en allez pas bien. C'est une observation. J'ai dit oui, mais qui ne sied pas avec le milieu politique. Wungli Masaga, pourquoi il démissionne de l'UPC en 90, au moment où il est le patron? Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent. C'est ça, pour ça que je vous dis. J'ai dit à l'entame de l'émission que c'est un désordonné politique. Un désordonné politique, c'est Wungli qui avait les caisses du Manidem. C'est lui dont il ne rendait compte à personne. Si ce n'est pas l'argent, c'est encore plus grave encore. Il était, donc c'est pour ça que je vous dis. Parce que s'il est inconstant dans les idées, c'est plus grave, Mombok. Il est inconstant dans l'action politique, il n'est pas inconstant dans les idées. Je vous ai dit qu'il est ferme dans les idées parce qu'il reste UPCiste. Mais quand même, il aurait dû prendre la peine d'essayer de parcourir l'ensemble des textes réglements du MRC avant de s'engager, Bombok. Non, écoutez, avant de s'engager, ce n'est pas à l'intérieur qu'il va aller constater tout cela. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes jeune en politique, vous ne vous y connaissez pas. Lorsque vous lisez les textes de l'UPC, vous ne verrez nulle part... qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, lorsque vous lisez les textes de l'UPC, vous ne verrez nulle part écrit indépendance, réunification, nulle part. C'est-à-dire qu'il y a les textes organiques et il y a l'orientation politique qu'on y fait. En politique, il y a 3 choses. Il y a l'organisation, l'action politique, d'abord, et maintenant le déploiement. On organise pour faire quoi? D'accord. C'est ça le truc. Donc, en fait, c'est pour ça que les stratégies politiques, on ne les dévoile pas. C'est donc quoi le problème, Bombok? C'est quoi le problème, je l'ai dit tout à fait, c'est l'homme. Il est un désordonné politique. C'est-à-dire quoi? Au moment ou alors il a jeté l'éponge, il ne veut plus continuer le combat. Mais il ne voudrait pas qu'il soit mis dans dans les oubliettes. Et chaque fois, il veut créer une action parce que c'est le seul, en fait, qui a trahi l'opposition camerounaise.
Bello Bouba, les Kodor, les Dakolé, Daïsala n'ont pas trahi. C'est le seul qui a trahi. Je vous ai dit, lorsqu'il crée le Mandem, avec les Mongo-Betty, l'Endor Michel et tout, en 1974, il est encadré par les Mongo-Betty et autres. Oui. Et qu'est-ce qui l'amène à démissionner au moment où le Cameroun s'apprête à revenir dans le multipartisme? C'est lui qui a démissionné. Donc, quand il laisse le parti, aujourd'hui, il n'a plus de repères, il n'a plus eu de soutien. L'UPC le considère comme un traître. Il n'a pas sa consistance. Il est donc en train de vouloir chercher cette consistance ailleurs et il ne trouve pas. Alors, juste pour vous relancer, bon, parce que j'ai vraiment envie qu'on comprenne quel est le fond de vos pensées. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, pourrait expliquer l'adhésion? Qu'est-ce qui a expliqué que cet homme puisse adhérer au MRC, pour vous? Je me pose des questions, justement parce que connaissant l'homme, connaissant l'environnement, je me suis posé la question, mais que va-t-il faire là-bas? Parce qu'en fait, il ne devait pas y aller. Comme disait Charles Hamel, il a adhéré, comme Issa Chiroma, au biaïsme en 90, en mai, lorsqu'il signe la démission en mai 90, il adhère au biaïsme et non au RDPC. Donc il retrouve donc le biaïsme et peut-être il va s'entendre bien avec M. Issa Chiroma. D'accord, c'est bien compris, finalement. On a bien compris quelle est votre pensée au final, Bobo. Alors, Megui, allez-y. Donc, vous avez eu une lecture assez distante de cette affaire de Wungli Masaga. Non, mais je respecte tout à fait ce que Mbombok dit, mais sauf que quand on lit cette communication, il ne faut pas qu'on se voie les yeux. Il s'agit bien d'une histoire de gombo, d'argent. Il est question ici d'argent. Il n'a pas été traité comme il le souhaitait sur le plan financier, parce qu'il revient là-dessus. Déjà sur le plan financier, il n'a pas eu les honneurs qu'il estimait qu'il devrait avoir. Et c'est pour ça qu'il démissionne. C'est clairement établi, c'est lui qui le dit. On ne va pas aller chercher de midi à 14h. Et moi, je me pose justement la question de savoir. Alors, est-ce que M. Wungli Masaga, que je respecte énormément, on sait quand même que quand on part d'un parti politique, c'est parce qu'on estime que ces idéaux ne vont plus, les idéaux politiques qu'on a ne vont plus ne sont plus en corrélation avec ses convictions. Voilà, justement. Voilà. Donc, quand il part de l'UPC pour le MRC, ça suppose qu'il a estimé que les idéaux politiques du MRC lui vont. Épouser ses convictions. Tout à fait, épouser ses convictions. Et c'est pour ça qu'il y est allé. Donc, on s'étonne quand même, on devrait s'étonner que 3 mois seulement après, qu'il démissionne encore de ce parti-là, au prétexte que il attendait plutôt un peu plus d'argent. Il a reçu juste une enveloppe de 200 000 francs. C'est regrettable, Eric. Et comment il précise après la longue attente du trésorier que c'est vraiment regrettable parce que là, effectivement, on se rend compte. Moi, quand j'ai appris qu'il adhérait au MRC, je me suis dit que c'était sous une sollicitation même du président du MRC. Donc, mais quand je vois cette correspondance, je me rends compte que mais non, peut-être qu'il y est allé pour une autre raison. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ça jette carrément... Même si ça peut être à tort, mais ça jette le discrédit même sur l'opposition, excusez-moi, sur l'opposition camerounaise. On se demande bien alors, quel est le crédit qu'on peut accorder à ces partis d'opposition quand on voit des doyens, le déchirement, voilà, des doyens comme Wungli Masaga poser ce genre d'acte, on se pose des questions. Voilà, alors tendance, on est là face à Wungli Masaga. Continue comme tu l'avais continué. D'accord. Alors, on va prendre un autre sujet sur cette articulation qui est la revue des réseaux sociaux. Voilà, donc la seconde information, elle est un peu triste, dramatique. Il s'agit donc de ce viol collectif qu'a subi une jeune fille de 23 ans dans la ville d'Ezeka. Donc la jeune fille était serveuse dans un bar et là, elle s'est laissée compter fleurette par un client du bar. Et elle a accepté de suivre ce jeune homme contre une somme de 60 000 francs. Sauf qu'arrivée au lieu où il devait... se rencontrer, elle a trouvé 3 autres hommes en plus et elle s'est fait violer. Donc, on l'a retrouvée dans cette chambre-là, dans l'endroit où le viol a été perpétré, couverte de sang. Et puis, elle a pu quand même se rendre dans un service hospitalier où elle a été prise en charge. Mais son état est jugé très critique et donc les internautes sont très embarrassés, très en colère face à cette information parce que d'une part, on se demande bien où va notre
notre jeunesse. Si une jeune fille comme ça arrive, c'est carrément un cas de prostitution. Dire à un client, ok, je vous suis, on pourrait avoir des rapports sexuels contre une somme de 60 000 francs, ça s'appelle de la prostitution. Et aussi de la part de ces jeunes hommes. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver un jeune homme à compter fleurette à une jeune fille et ensuite à appeler ses amis pour pouvoir la violer? Qu'est-ce qui peut, découler de cela? Chaque fois, on est toujours dans l'entre-deux lorsqu'il faut qualifier des questions liées au viol. Est-ce qu'il faut ici réprimander cette jeune femme ou le violeur tendance? Le violeur. Les deux même. Vous deux. Vous deux et les gens avec qui vous avez fait le porti. On appelle ça le porti. Non, tendance. C'est pas ça, c'est pas rallye, non, Chalamel. Qui ne comprend pas ce qu'on appelle rallye quand on était petite? Non, on parle, on rit comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Nos enfants qui aiment l'argent maintenant jusqu'à... À l'époque de nos parents, on ne connaissait pas ça. Le gros cœur, les longs yeux. 60 000. Ce qui m'énerve, c'est parce qu'on t'a fait du mal. J'ai mal en tant que maman. Mais, guéris vite. Je vais te fouetter qu'avec la ceinture. Qui t'a dit que tu vas servir à aller dormir avec tes clients? Le client aussi qui a un mauvais cœur, qui te prend. Il a bien arrangé avec ses amis. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce que vous faites aux enfants des gens, on va aussi vous faire ça un jour. Donc, de la manière tu vis au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est ce que les Ivoiriens disent. Dans la vie, il faut avoir la crainte de Dieu. Votre petite soeur, si on avait fait ça à votre petite soeur, votre maman et votre épouse même, vous allez prendre ça comment? Au Cameroun, c'est votre soeur. Regardez toujours l'image du Cameroun. Vous voyez? Vous prenez un enfant parce qu'elle sert au bar, tu arranges le prix à 60 000 francs. Le prix de quoi? Maman, tu vendais quoi? Eh mon bébé? Ah! Oh, les enfants qu'on accouche au Mégui, quand tu n'accouches pas, on t'essuie tes bordels. Et le Cameroun est en devenu... accouchant même, tu n'es pas à l'abri des problèmes, voilà. Et le Cameroun est donc devenu un pays où un terme a été consacré finalement. Le piment, la vente du piment, c'est pas le piment dont on parle, c'est le piment de notre genre. Il faut dire qu'elle est victime de ses propres turpitudes. C'est très simple. Elle est serveuse. Elle a un salaire en tant que serveuse. Mais elle décide d'arrondir les bouts de la fin de mois, il faut le préciser. Elle accepte 60 000 francs CFA. Nous sommes dans une zone EZECA. Ce n'est pas Douala. Ce n'est pas Yaoundé. Quelles sont les activités économiques qu'on peut retrouver dans une zone comme EZECA? Je ne dis pas qu'EZECA ne tourne pas, mais EZECA tourne, mais à son rythme. 60 000 francs. Même un blanc venu arriver au Cameroun ne peut pas donner 60 000 francs à une jeune fille. Elle accepte de manière libérale. Lorsqu'elle arrive, elle se rend compte que il n'est pas seul. Pourquoi ne sort-elle pas? Pourquoi ne rembourse-t-elle pas cet argent? Pourquoi c'est le seul? Non, c'est autant de points d'interrogation qu'il faut mettre. Aujourd'hui, il faut accuser les snack bars, le ministère du Tourisme qui se retrouve à fermer les boîtes de nuit et les snack bars, enfin les délégués régionaux qui ferment les boîtes de nuit et les ceci, alors qu'il y a un problème fondamental. On recrute dans les snack bars à quel âge? Lundi des filles, mardi maillot mouillé, mercredi sexy, jeudi tanap, mercredi poussière. Sexy culotte. Mais sexy culotte, jeudi tanap. Bobby tanap. Bobby tanap. Vendredi, vous avez sexy à outrance. Non, vendredi, vous avez sans caleçon. Voilà, excusez-moi ces expressions. Ça ne relève, voilà, ça ne relève pas d'une personnalité comme moi, mais je dis quand même que c'est grave. Et vous avez des gens qui vont s'asseoir, qui voient des jeunes filles qui font le striptease, qui dansent avec les tenues des enfants. Vous avez des snack bars où lorsque vous arrivez, la jeune fille arrive, elle cherche du travail, on lui dit non, tu dois avoir la culotte. Ta culotte doit diviser tes cuisses en 4. Tu dois porter telle tenue, tu dois fumer, tu dois avoir telle attitude vis-à-vis des clients, tu dois consommer avec les clients pour les pousser à consommer. Voilà ce qu'on vit dans notre société. Voilà, nous avons des gens, nous avons une ministre des Affaires sociales qui ne fait pas son travail parce que c'est plus de mineurs qu'on retrouve au service. Vous allez ici au palais d'Ikakwa, allez ici en soirée, vous regardez tous les bars, vous allez vous rendre compte que c'est des enfants qui sont en train de vendre. Où est le ministre des Affaires sociales? Où est le ministre de la promotion de la femme et de la famille à ce niveau? Mon Dieu, qu'on arrête un peu ça. Oui, effectivement, ça permet de mettre le doigt bomboc sur un problème au Cameroun, c'est que on est dans une dégradation des mœurs et c'est vraiment très grave. On le dit ici en riant, mais vraiment, ça atteint un niveau où on a envie de s'étrangler. Non, vous allez me permettre, Eric, de ne pas me prononcer sur ce sujet. Je suis une autorité traditionnelle
lorsque mes enfants se retrouvent dans des situations aussi compliquées et tout, vraiment, et surtout des mœurs, j'ai envie de ne pas me prononcer dessus. C'est énervant, parce que les enfants m'ont faim. Les petites filles, parfois on oblige les enfants à aller dormir avec les clients. Alors, Ange Raphaël, voyez ce qui se passe, Ange Raphaël, aux alentours des établissements scolaires. Mais c'est grave ce qui est en train de se passer. Facebook, WhatsApp, non. Mais sauf que Megui, j'ai vraiment envie qu'on ne fasse pas d'acharnement sur cette jeune fille et que quand même on dise certaines vérités. Le viol quand même reste un vrai problème pour les jeunes femmes. On est d'accord. Et souvent, on a tendance à accuser, accuser la victime que le coupable, parce qu'il reste clair qu'elle est victime dans cette histoire. Non, mais bien sûr, on n'a pas accusé la jeune fille, on n'a pas... même si elle a des choses à se reprocher, il faut pas, c'est pas parce qu'on va dire qu'elle a été violée qu'on ne peut pas dire également qu'elle a des choses à se reprocher. Tu es une jeune fille, tu as ton petit boulot, tu pourrais te contenter de ce que tu gagnes. Mais maintenant, s'il y a un client qui vient et tu lui dis carrément que oui, pour que je vienne avec vous pour des rapports sexuels, quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un client qui vient. Et comme ça, oui, tu lui dis, ok, je suis d'accord de vous suivre contre 60 000 francs. Mais il faut regarder déjà à la balle. Elle a été violée, c'est mal, c'est à décrier, c'est à condamner. Mais il faut regarder où on a trébuché avant de tomber, avant de se retrouver par terre. Mais j'ai quand même envie de... Je vous arrête un peu, Megui, parce que j'ai quand même envie de dire ceci, parce que les hommes ont tendance, au final, de ne pas se retenir, à ne pas se retenir. Les responsabilités sont partagées. Oui, mais je le dis, c'est important parce que on a des hommes qui, lorsqu'ils ont vu un petit string, ils se mettent en chauffe. Alors là, il faut le dire, et c'est grave. Eric, c'est très grave. Oui. Tout ça est grave. L'attitude de la jeune fille à la base est grave. L'attitude qui a suivi, l'attitude des violeurs est encore plus grave. On est d'accord. Mais maintenant, les torts sont partagés. On ne peut pas tirer sur les violeurs sans regarder l'attitude de la jeune fille à la base. Parce que si vous avez votre petite sœur, si c'est ma petite sœur, je vais l'aider, je vais traquer les coupables, mais je ne vais pas manquer de lui dire donc vous êtes de ceux qui pensent que lorsqu'une fille s'habille avec une mini-jupe, c'est normal qu'on la viole. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je pose la question. Hein, non, ce n'est pas ce que je dis. Ça ne justifie rien, mais ça peut être un élément déclencheur. Il faut, quand on veut préserver les mœurs, il faut, ça englobe beaucoup d'éléments. Vous devez penser déjà à l'éducation de vos enfants à la maison. Ça part de là. Ça part de là. On doit penser à l'éducation de la société entière. Quand Charles Hamel évoque ici la responsabilité du ministère des Affaires sociales, il a raison. Il a raison. À l'époque, on ne pouvait pas laisser un enfant de moins de 18 ans entrer dans un snack bar. Aujourd'hui, on demandait la carte d'identité. On demandait la carte d'identité. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, il y a des enfants qui, parce qu'ils veulent accéder à certaines professions, mentent même sur leur âge. Et justement, cette absence de rigueur fait qu'on ne demande plus, on ne s'assure plus. Il y a combien d'hommes qui font la cour aux filles ici dehors et qui leur demandent de prime abord, avant de se retrouver au lit avec elles, quel est leur âge et leur demandent leur carte d'identité. Bonne question. Une fille peut venir, elle a 17 ans, elle vous dit qu'elle a 23 ans. Oui, et les enfants de bonne question. Et donc, justement, il faut mettre le doigt sur cette situation parce que effectivement, on a des hommes ici qui vraiment ne se maîtrisent pas parce que lorsqu'on accepte ça, lorsqu'on accepte que des hommes puissent émouvoir devant des bikinis, devant des petites culottes, ça donne ce qu'on voit là. Et c'est que les gars qui ont fait ça, ce n'est pas la première fois, vous faites ça souvent. D'accord. Vous avez l'habitude de faire. Donc, ça veut dire que vous avez dit, ma chérie, je donne 60 000 francs. Tu avais arrangé avec tes amis. Donc, vous avez cotisé l'argent. Vous faites ce que vous avez fait. Dans la vie, il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà. Vous faites certaines choses. Un dernier mot sur le sujet. Moi, je m'interroge. Est-ce qu'ils l'ont fait dans un domicile privé, sans voisin? N'a-t-elle pas crié? Était-ce dans un hôtel? Il y a quand même un ensemble de questions qu'il faut poser aux alentours en disant qu'elle est sortie
Elle a rampé jusqu'au carrefour. On est quand même à Ezeka. Non, mais attention, à Ezeka quand même, les gens se lèvent trop à Ezeka, les gens vont au champ, les gens vont ici. C'est vrai que c'est un arrondissement, mais je dis quand même que la vie tourne le matin. Comment est-ce qu'elle a fait pour sortir? Si c'était dans une ben, il n'y a pas de réceptionniste. Non, j'estime quand même qu'à un niveau, il y a une sorte de déliquescence de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes se versent gravement. Il n'y a pas de restrictions. Et les restrictions devraient être faites. Vous arrivez, vous trouvez des commissaires de police qui en patrouille arrivent dans une boîte de nuit. À une certaine époque, il y avait les rafles. Voilà. Moi qui vous parle, j'ai été raflé au moins 8 fois. Parce que je sortais avant mon âge pour aller danser. Ça, je voulais voir comment les grands faisaient. Je me faisais rafler, fouetter. Ça, je vous le dis, qui ne sait pas qu'au Carrefour, j'ai raté ma vie. Il y a des enfants de 13 ans, de 14 ans qui se retrouvent. Le Carrefour, je pense que ce gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'autre jour, on a eu, il y a quelques mois, on a eu assassiné la sœur de Kouma Tekel parce qu'elle était avec des gars du BI et tout. On s'est rendu compte avec des reportages qui ont été faits à ce niveau que des enfants de moins de 13 ans, de moins de 15 ans se retrouvent là à faire de la prostitution. Qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales a fait? Qu'est-ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, à moins que ce ne soit le ministère de nom? Aujourd'hui, voilà une jeune fille qui se retrouve là. Combien de jeunes filles vivent cela sans parler? Vivent cela et se taisent parce qu'elles ont honte? Non, c'est grave. Elles doivent démissionner de ces ministères. Elles ne parviennent pas vraiment. J'ai dit il faut qu'elles démissionnent de ces ministères. Ça, c'est en tant que citoyen camerounais parce qu'elles ne font pas le travail. On doit, même dans les voyages, Eric Fopoussi, permettez-moi. Lorsque vous arrivez, vous donnez votre carte nationale d'identité. On se rend compte que vous êtes une mineure. On demande l'accord parental. Quels sont les parents que vous avez? On demande à téléphoner. Mais pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? Il y a une démission totale. Carrefour Nelson Mandela. Là, c'est ce que vous connaissez. Descendez à tunnel de Koti. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15, je dirais bien tunnel de Côte-Imbombo. À partir de 19 ans, vous allez venir me voir. Il y a aussi les hôtels ici que quand vous entrez, on ne vous enregistre pas. Ils vont voir un papa qui entre avec une petite fille. Une petite fille. Rien n'est fait. J'ai dit que les hôtels de 20 étoiles. Et il y a même des hôtels dans lesquels certaines personnes vont faire des pratiques ésotériques. Des pratiques ésotériques où lorsque vous entrez, vous trouvez les pentagrammes qu'on a fait au sol, vous interpellez en disant mais le pentagramme, on dit non, c'est le type qui était là, quand il est là, on fait souvent, vous trouvez les bougies qu'on a laissées. Mais c'est grave. On ne prend pas tes pièces d'identité. Le règne des sectes. Les hôtels même qu'on respecte, on voit comment quelqu'un vient, il dit ok, je descends te prendre. Prends l'ascenseur, tu fais comme ça. Quand tu viens dire que c'est monsieur tel qui m'a envoyé, on ne dit même pas que madame montre ta carte. Voilà. Même si on vont t'égorger là-bas, ça ne fait rien à personne. Apprenez à enregistrer les gens dans les hôtels. Quand tu arrives, oui, je suis venu chercher monsieur Tang. Ah, chambre 206. Ok, madame, montez. Allons, je vous montre. Si les pauvres me tuent là-bas, vous allez me donner un mettre à ma famille. Voilà. Merci, merci Tendance. On est donc à vraiment fustiger ces comportements, mais surtout cette démission du gouvernement face à cette déliquescence de notre société et surtout à ces mœurs qui tendent donc à s'effriter. Donc on va simplement dire que ces ministres qui sont concernés par cette affaire puissent vraiment se remettre en question. Et si ce n'est pas le cas, bah oui, on l'a dit, il faut savoir démissionner quand tout va mal, quand on n'est pas en sensation d'être capable de faire en incapacité. Voilà. On va poursuivre ce programme avec interpellation tout de suite et maintenant. Je dirais tout simplement que bon, pour que le pays puisse changer, je vois que la Constitution, ça a 1000 ans. Il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait encore une nouvelle Constitution pour le pays. Et pour que le pays change, il faut que les vieux qui ont mis de long, avec les fils qui ont leur diplôme et qui manquent où aller et qui ont le droit de gagner, de les remplacer, qui puissent laisser place aux jeunes pour qu'ils puissent aussi réagir sur les postes qu'on leur offre aussi pour le moment. Nous voici 35 ans, nous avions les bacheliers à la maison, nous avons les masters à la maison, il manque où aller. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour notre jeunesse d'aujourd'hui? Vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Laissez place à ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment nous montrer de quoi il est question.
Voilà, on va donc s'interroger sur cette interpellation, Bombok, et surtout revenir sur les points essentiels relevés dans cet élément. Oui, notre compatriote a parlé de céder la place aux jeunes pour montrer de quoi ils sont capables. Il a dit qu'il faut modifier la Constitution. Je pense que je suis de son avis. Je suis de son avis parce que je commence par donner la place aux jeunes. Nous avons dans ce pays des jeunes qui sont quand même bien formés. Et nous avons une diaspora, j'allais dire, très, très épanouie, une diaspora qui peut apporter beaucoup dans notre pays, mais nous négligeons premièrement à travers cette fameuse loi de 68 qui règle la nationalité camerounaise. Et c'est une loi qu'il faut enlever purement et simplement. Maintenant, les jeunes qui sont est-ce qu'on les teste même? On ne les essaye pas, on ne les teste pas dans des postes de responsabilité, notamment sur le plan même scientifique et technique et même technologique. On parle de l'innovation, il semble qu'il y a un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Je ne sais pas de quelle innovation il s'agit là-bas, alors que nous avons plein de jeunes, surtout à l'extérieur, qui veulent venir et qui n'ont pas la possibilité de les intégrer ici. Maintenant, sur le plan de la Constitution, l'État du Cameroun a une crise. Lorsqu'on parle de crise anglophone, certains des compatriotes disent qu'il faut parler de crise du Cameroun. Je suis de leur avis. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on revoie la forme de l'État au Cameroun. Ça aussi, c'est un problème. Parce que précisément, les rencontres tripartites d'octobre, fin octobre, début novembre 1991, ont donné lieu à une certaine orientation, notamment la Constitution et un code électoral. Ça, le chef de l'État ne l'a pas appliqué comme il se devait. Aujourd'hui, on nous sert la décentralisation et on sert à dose homéopathique. J'allais même dire que la décentralisation, c'est un accouchement par césarienne. Mais même lorsque la femme accouche par césarienne, il arrive que l'enfant grandisse très bien. Maintenant, absolument. Et on entretient la même femme qui a suivi cette opération-là. Mais dans notre pays, on abandonne et la femme qui a suivi la césarienne et l'enfant qui vient d'être accouché. Donc, voilà dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui, au point où le pays va à volo. Les parlementaires ne veulent plus intégrer, certains parlementaires ne veulent plus intégrer les hémicycles. Et nous sommes là. Vous parlez des parlementaires du SDF qui donc, ont assuré la politique de la chaise vide hier donc en ouverture de la session parlementaire de novembre. Alors on parle de notre forme de l'État unitaire décentralisé que le Cameroun donc a adopté suite, vous l'avez dit Bombok, suite à la tripartite, la conférence tripartite de 91 et qui a permis effectivement au Cameroun de s'éviter une guerre civile, mais qui n'est pas respecté parce qu'il y a toujours des goulots, des personnes qui continuent à faire de la résistance, Charles Hamel. Le chef de l'État lui-même, c'est lui qui a convoqué. Pourquoi n'a-t-il pas convoqué le corps électoral pour faire les assemblées régionaux, le conseil régional? Voilà, il met les sénateurs selon le tout, mais sans prendre la procédure qu'il a lui-même édictée dans la Constitution. Vraiment, à quoi sert un gouverneur? Il y a un délégué du gouvernement. À quoi sert tout ça? Vraiment, c'est toujours ici des encombrements administratifs, Charles Hamel. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'on a trompé les Africains. Je prends le deuxième pan de sa réaction. Je ne reste pas sur la question de la Constitution. C'est là où ça nous a déjà amené les différentes modifications. On a trompé les Africains en leur inculquant le fait qu'après l'école ou après l'instruction, c'est directement le recrutement, en omettant la formation. Les Africains sont rentrés avec cela. On a créé des universités. Il y avait des bourses universitaires. Lorsque tu sors de ton baccalauréat, tu entres à l'université. Après, il y avait des systèmes de recrutement. Beaucoup de jeunes se sont engouffrés à l'intérieur. Après, lorsqu'ils se sont rendus compte que ça ne donnait pas, on a dit qu'il faut qu'on libéralise un peu le secteur de la formation technique et tout. On a libéralisé. On a eu les premiers BTS. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont eu les tout premiers BTS au Cameroun n'ont pas été recrutés? Cela sur 2 ou 3 ans, ils n'ont pas été recrutés. Voilà. À la fois, on s'est rendu compte que c'est les enfants de ces messieurs qu'on a récupérés, on a bouché les trous avec cela, laissé un grand vide. Aujourd'hui, qu'ils ont laissé les mêmes qui disent que non, nous avons une jeunesse qui est capable, nous avons une jeunesse compétente, on a les UIT, on a les centres de formation technique, on a les universités techniques, mais lorsqu'il faut recruter la main-d'œuvre, on part en Europe.
Voilà. On va aux États-Unis, on va en Inde, on dit non, là-bas c'est la bonne main. C'est une incongruité. C'est la bonne main. Ceux que vous formez, si vous les abandonnez, finalement on est en train d'aller où? On est en train de s'affaisser, de s'enfoncer dans les profondeurs de la malgouvernance qu'on décrit ici tous les jours dans ce programme. Et donc, on a également ceci au Cameroun, que lorsqu'on parle des problèmes, beaucoup nous disent que non, le président Paul Biya, lui, il est l'ange et il est entouré de démons, donc c'est pas lui le problème. Et pourtant, on sait bien que c'est lui qui est élu par le peuple et qu'il a bien sûr sa part, la grande part de responsabilité dans ce pays qui souffre, Megui. Oui, tout à fait. C'est le premier Camerounais, lui-même, il aime bien le dire. Donc, il faudrait bien qu'il assume. Oui, donc quand on dit premier sportif. Premier sportif, premier soldat, voilà. Premier partout, sauf dans l'échec. Voilà, premier en tout. Donc, il faudrait bien pouvoir assumer ce statut-là. Donc moi, je m'étonne toujours de ce que les gens disent. Oui, mais le président, c'est vrai qu'il ne peut pas être partout en même temps, mais il ne peut pas être partout pour gérer, mais il a quand même, c'est-à-dire que c'est lui qui valide presque la totalité, voilà, la totalité de toutes les grandes décisions qui engagent l'État du Cameroun. Pouvoir exorbitant. Voilà, donc quand quelque chose ne va pas, il doit pouvoir s'y intéresser et il doit pouvoir agir pour résorber le problème. Donc on ne peut pas le dispenser de ces obligations-là. Donc voilà. Donc et surtout, on va également le dire, hein, lorsqu'on est fatigué, il est mieux de le dire et d'être honnête qu'on est fatigué et qu'on ne peut plus peut-être qu'il a même la volonté, mais il n'y a plus, déplacer. Il n'y a plus cette force-là. Justement, parce qu'effectivement, pour gérer un pays, ça demande beaucoup d'énergie. On voit ailleurs comment ça se passe. On voit comment des présidents font seulement 5 ans au pouvoir et en ressortent tout à fait émauchés par la fatigue parce que ça prend du temps, ça use un homme le pouvoir. Donc, un bon boc, on va finir sur ce sujet, mais avant, tendance sur cette affaire des jeunes qui doivent prendre le relais du pouvoir au Cameroun. Tendance que n'y fut le débat. Toi, tout à l'heure, même bon, le débat. Donc, moi aussi, je ne débat pas. D'accord. Non, je termine avec vous en deux mots. Oui. Premier cas, c'est lui qui lui cède le pouvoir, s'appelle Ayidjo. Il a démissionné à 59 ans, à 58 ans. Lui, c'est lui qui avait 49 ans, il avait 58 ans, il a démissionné. Lui, il pense qu'à 80 quelque chose, il est encore jeune. Je n'en sais rien, peut-être il se sent jeune. L'autre fait, peut-être qu'il mise également sur l'exemple Mugabe qui a 93 ans. Même des Bouteflika, même des Bouteflika. Voilà, qui est l'Algérie. On voit ce qui se passe au Zimbabwe actuellement. Voilà. On disait de Frère Boigny qu'il était sage, mais lorsqu'il n'a pas été là, on a vu ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. L'autre cas, c'est François Hollande. François Hollande a été honnête. Il a dit, Français, je vous ai promis que j'allais, je me rends compte que je ne peux pas. Donc, le président, il peut le dire. Nous sommes là vers la fin de l'année. Il peut dire aux Camerounais que non, vraiment, chers compatriotes, j'avais pris les engagements, j'avais pris l'année 2018, ce sera une année électorale. Je vous dis solennellement que je ne serai pas candidat, mais je vais faire en sorte que le pays qui voilà. Et je pense qu'il y aura de l'émulation au sein même de son parti. Non, mais s'il fallait qu'il parte parce qu'effectivement, on ne peut pas espérer que s'il organise les élections au Cameroun, qu'on ait vraiment le résultat des urnes. Il peut organiser les élections alors qu'il n'est pas candidat, c'est ça, je veux dire. Sauf que j'ai un doute sur la sincérité du vote, du moins des résultats du vote, effectivement. Donc, voilà, mesdames, messieurs, on va mettre un terme ici sur cette partie consacrée à interpellation. On interpelle donc ce gouvernement, ses dirigeants, on interpelle pour qu'ils reviennent dans le droit chemin, même si on n'y croit plus du tout. Donc la solution serait peut-être de dégager le plancher. Place donc maintenant à nos partenaires qui nous retrouvent au cœur de ce programme 10-12, le Zénith avec Miss Vergéturoff. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergéturoff. Votre crème anti-vergéture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergéturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergéturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergéturoff repart et protège. Vergéturoff, le miracle du cosmétique. Voilà, c'est un miracle au cœur de cette émission de ce matin avec Mix Vergéturoff. Bonjour et bienvenue sur ce plateau.
Bonjour la grande équipe du Zénith. Bonjour à Tendance qui fuit le ma départ. personne. J'espère qu'elle ne va pas fuir Miss Vergeturoff. Commençons par où? Si j'ai planté mes ignamours. Alors, allons-y tout de suite, très rapidement. C'est quoi la nouvelle de ce matin? Alors, bonjour téléspectateurs, je reviens ce matin vous réitérer ceci. Hier, les vergetures étaient des lésions élémentaires qui n'avaient pas de traitement, mais aujourd'hui, il est désormais possible de traiter les vergetures grâce à Vergeturoff, qui est cette crème miracle qui a pu rassurer les femmes, rassurer les hommes et même les adolescentes. Grâce également à cette crème miracle qui a pu donner du sourire aux hommes, aux femmes et aux adolescentes. D'accord. Faut-il donc absolument se faire consulter par un technicien de la santé pour éradiquer ces vergetures? Alors, pas besoin de se rendre dans une clinique, pas besoin de se rendre dans un centre de santé pour pallier au problème des vergetures. Il vous suffit simplement d'acheter Vergeturoff et de l'appliquer sur vos vergetures et terminé, vous avez le résultat. Pas besoin de se rendre dans une clinique. Entendu. Très bonne nouvelle pour ces femmes qui ont besoin donc de solutions. La crème Vergeturoff a-t-elle des effets secondaires? On se pose bien la question. Vergeturoff est sans effet secondaire, que vous soyez enceinte ou non, que vous soyez sous traitement ou non. Vergeturoff s'utilise de jour comme de nuit pendant le pic ou le creux de l'activité. Vergeturoff sans effet secondaire. Ouais, que de bonnes nouvelles qui s'enchaînent, bonne nouvelle pour bonne nouvelle. Peut-on utiliser Vergeturoff dans les zones froides ou chaudes? Alors, Vergeturoff s'utilise dans toutes les zones de par sa texture légère, de par son caractère super hydratant. Vergeturoff s'utilise dans des zones froides comme chaudes. D'accord. Et donc, ce qui est encore plus important, quels sont vos points de vente et les contacts utiles? Alors, Vergeturoff se trouve dans tous les magasins Santa Lucia de Douala et de Yaoundé, dans tous les magasins Maïma de Douala et de Yaoundé, du côté de Mbalmayo, dans la parfumerie Madonna, du côté des Bolova, la parfumerie Abdou, du côté de Bafoussam, supermarché Yad Center, autant pour moi, du côté de Kribi, supermarché Paradis Baby, et si on revenait à Douala, du côté du marché central, parfumerie Momi, parfumerie Tata Solange, du côté de Lorpom, parfumerie Camden, du côté de Dakar, parfumerie Varencia, du côté de Ndokpassi, parfumerie Marie-Yvette, du côté de la cité, du marché de la Cité des Palmiers, parfumerie Thompson, du côté de Bonamoussadi, parfumerie JP. De toutes les façons, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028, ou alors allez sur notre page Facebook et tapez Vergeturoff. Voilà, merci à vous, Miss Vergeturoff. Merci bien. Plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Voilà, retour donc sur ce plateau après ces bonnes nouvelles enchaînées donc avec Miss Vergeturoff. 10-12, le Zénith se poursuit, même si on s'achemine déjà vers la fin. On va surtout se dire ici ce matin qu'on est vraiment fatigué des couacs du gouvernement, surtout lorsqu'on lit la presse, lorsqu'on scrute ce qui se passe au quotidien après ce déchirement qu'on observe entre le DG de l'INAM et le ministre de la fonction publique. Cela, voilà, sent vraiment très mauvais. Il y a vraiment quelque chose de pas bien du tout qui se prépare. Il y a que dans un pays comme le Cameroun où les dirigeants ont donc échoué qu'on peut assister à ce type de couacs qui sont presque de couacs de novices dans un gouvernement, alors qu'on sait qu'il y a des lois qui régissent notre pays et que ces lois et ces règlements, ces textes doivent être donc respectés à la lettre. Mais un DG peut, lui, s'octroyer le pouvoir de ne pas respecter sa tutelle technique ou administrative parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir les entrées soit
au secrétariat général de la présidence ou au niveau du cabinet civil de la présidence. Donc on voit ce qui se passe au Cameroun et on se dit vraiment on en a marre de tout ça, on a ras-le-bol de ce problème et qu'il va falloir qu'on quitte le plancher. Donc voilà, mesdames, messieurs, sur ce, on va se dire au revoir et dire merci au panel, merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder ce matin. On va se donner rendez-vous à très bientôt sur les antennes de votre chaîne de télévision et surtout restez au regard de nos programmes qui se poursuivent et s'enchaînent.